On va vous écouter sur l'analyse de critères mécaniques de performance en plongeon sur tremplin avec le modèle d'interaction plongeur-plongeoir. Mais avant ça, on va demander à chacun des membres du jury de se présenter. D'abord, dans lequel ils poseront leurs questions. Donc, on commence par Laurence Chel. Pierre Morbier. Bonjour à tous, donc je suis professeur de biomécanique à l'Université de Bordeaux à la faculté des Sciences. Delphine Chadefaux. Bonjour à tous, maître de conférence en biomécanique à l'Université de Paris. Guillaume Nicolas. Bonjour à tous, je suis maître de conférence en train de tests en biomécanique et Corentin Morbier. Nicolas Bidot. Bonjour à tous, je suis Nicolas Bidot, de conférence en biomécanique fait par Steph et l'Université de la Vie. Charles Cantonnier. Bonjour à tous, je suis maître de conférence à l'École normale supérieure de Rennes et je suis Georges Dumont. Bonjour, je suis professeur de l'Université de la mécanique et je suis co-directeur de la presse. Christophe Lamé, chercheur à l'école technique et on m'a demandé de présider, c'est pour ça que j'ai mis le veste pour vous. Vous avez 45 minutes pour nous présenter votre travail sur le sujet. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres du jury pour leur présence aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Analyse des critères mécaniques de la performance en plongeon sur tremplin à l'aide d'un modèle d'interaction plongeur-plongeoir ». Donc, dans un premier temps, il faut savoir que quand on s'intéresse au plongeon, on peut en fait s'intéresser à deux disciplines différentes. On peut s'intéresser d'une part au plongeon sur plateforme, lors duquel le plongeur va s'élancer d'une plateforme rigide en béton qui peut être située jusqu'à 10 mètres au-dessus de l'eau. Et parallèlement à ça, on trouve le plongeon sur tremplin, lors duquel le plongeur va s'élancer d'un plongeoir qui va se déformer au cours du temps, qui va être situé à 1 mètre ou 3 mètres au-dessus de l'eau. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse uniquement au plongeon sur tremplin. Et quand on s'intéresse à cette discipline, on se rend compte que la performance, c'est le fruit d'une interaction entre, d'une part, l'athlète et d'autre part, cette structure déformable qu'est le plongeoir. Le but de ma thèse, ça va être de mieux comprendre les mécanismes de cette interaction. Donc, avant de rentrer dans les détails de la compréhension de ces mécanismes, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un plongeon et qu'est-ce qu'il définit. Donc, quel que soit le type de plongeon qu'on considère, on peut toujours considérer deux phases qui ont été proposées par Miller en 2000, qui sont la phase de préparation, qui va contenir toutes les phases d'interaction entre le plongeur et le plongeoir, et la phase de vol, qui se situe après le décollage du plongeur. Si on regarde plus précisément la phase de préparation, on peut distinguer deux grandes familles de plongeons, qui sont les plongeons avec et sans course d'élan. Donc, si on s'intéresse d'abord au plongeon sans course d'élan, donc là, le plongeur va partir de l'extrémité libre du plongeoir, dos à la piscine, va faire osciller plusieurs fois le plongeoir jusqu'à atteindre la dernière oscillation, lors de laquelle le plongeur va atteindre sa flèche maximale, et c'est lors de la phase de rappel que le plongeur va décoller dans un sens ou dans l'autre pour initier la phase de vol. Pour les plongeons, pour les plongeons avec course d'élan, là, on a un déroulement qui est différent. Là, le plongeur va partir de l'origine du plongeoir et va faire une première étape qu'on appelle l'approche, qui va consister à se diriger vers l'extrémité libre du plongeoir en réalisant plusieurs sauts, dont le dernier va s'appeler le hurdle, et va se finaliser par ce qu'on appelle le touchdown, qui est la dernière prise de contact entre le plongeur et le plongeoir, qui va initier la flèche maximale, puis le décollage, qui peut aussi s'effectuer dans les deux sens de rotation pour initier la phase de vol. Pour essayer de comprendre encore plus ce qui définit un plongeon, on va s'intéresser à un exemple de classification qui est disponible dans le règlement de la FINA. Cet exemple-là, il est composé de 3 chiffres et une lettre qui vont chacune faire écho à une caractéristique du plongeon. Parmi ces caractéristiques, on trouve par exemple le groupe du plongeon, qui va dépendre en fait de s'il y a course d'élan ou non, et du sens de rotation au décollage. On va également trouver une information liée au nombre de rotations lors de la phase de vol, ou des informations liées à la figure qui est effectuée lors de la phase de vol. Et en fait, l'ensemble de ces caractéristiques-là, elles vont avoir une influence sur la performance. En effet, la performance en plongeon sur tremplin, elle est évaluée par des juges, et le processus d'évaluation va amener une note finale qui est le produit du coefficient de difficulté par le score des juges. Le coefficient de difficulté, il dépend du type de plongeon qui est réalisé, et donc de l'ensemble des caractéristiques que je vous ai énoncées précédemment. Le score des juges, lui, il a pour vocation d'évaluer les différentes phases du plongeon, la technique et la grâce, en se basant sur différentes caractéristiques comme la position de départ, la trajectoire du plongeur ou l'orientation à l'entrée dans l'eau, par exemple. Et nous, du coup, ce qu'on va chercher à comprendre dans le cadre de cette thèse, c'est l'influence de l'interaction entre le plongeur et le plongeoir sur l'ensemble de ces caractéristiques mécaniques et biomécaniques qui sont des images de la performance. Donc, si je récapitule,
On s'intéresse à l'interaction plongeur-plongeoir. De ce fait, on va plutôt s'intéresser à la phase de préparation qui comporte toutes les phases de contact entre le plongeur et le plongeoir. Et on va, en s'appuyant sur ce qui a été stipulé par Saunders en 2000, on va s'intéresser à deux problématiques. On va essayer de mieux comprendre comment s'opèrent les transferts d'énergie entre le plongeur et le plongeur, parce qu'il a été stipulé par Saunders en 2000 qu'ils pouvaient être optimisés au service de la performance. Et on va également chercher à dégager des notions de synchronisation temporelle optimale entre le plongeur et le plongeoir. Tout ça dans un but d'amélioration de la performance. Pour répondre à cet enjeu, on a développé un modèle d'interaction que je vais vous présenter par la suite, mais dans un premier temps, je vais vous présenter ce qui était disponible avant ma thèse dans la littérature pour analyser la performance en plongeon sur tremplin. Donc, beaucoup des études d'analyse de la performance en plongeon sur tremplin font appel à des données expérimentales. Elles peuvent être de différentes sortes. Dans la plupart des cas, on va utiliser des vidéos 2D. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une mesure dite écologique, c'est-à-dire qui va permettre de ne pas entraver la réalisation de la performance. Ces mesures, elles vont prendre en compte le plongeur et le plongeoir, mais vont fournir uniquement des informations en 2 dimensions. Et elles vont nécessiter une phase de post-traitement qui s'appelle la numérisation et qui va être assez fastidieuse et souvent entraîner une fréquence d'échantillonnage plutôt faible. Pour pallier ces problèmes, il y a quelques études qui ont proposé le recours à l'utilisation d'un système optique qui va nécessiter le placement de marqueurs réfléchissants sur le plongeur et sur leur plongeoir, et qui va permettre d'avoir des informations sur leur mouvement en 3 dimensions, avec un niveau de précision qui est reconnu dans la littérature, mais qui va nécessiter un protocole complexifié du fait de la difficulté du maintien en position des marqueurs et de la gestion des reflets. L'ensemble de ces données, elles peuvent être utilisées telles quelles pour analyser la performance, mais elles peuvent aussi être utilisées pour nourrir des modèles qui vont permettre d'avoir accès à des informations auxquelles on n'a pas accès directement via la mesure. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps au plongeoir, nous, on s'est intéressé plutôt à la considération d'un modèle de plongeoir complet, puisque notre but, c'est de calculer ces énergies, et donc on a besoin d'un modèle global. Donc, à notre connaissance, dans la littérature, on en trouve un unique qui a été proposé dans les années 90, et qui, à cette époque, a été considéré comme ayant un coût de calcul trop élevé, et qui a été utilisé, du coup, comme référence pour valider ou invalider des modèles plus simples. Donc, parmi ces modèles plus simples, on trouve un modèle à 1 degré de liberté, qui est un système masse-ressort, qui va représenter le comportement vertical uniquement de l'extrémité libre du plongeoir. On trouve un autre modèle à 1 degré de liberté, qui est un modèle de poutre en rotation, où là, on va aussi avoir l'interaction uniquement au niveau de l'extrémité libre, mais le caractère en rotation va permettre de générer une composante verticale et horizontale de l'effort d'interaction. Plus récemment, on trouve un modèle qui, lui, va considérer également une unique portion de plongeoir, mais qui peut être située n'importe où sur le plongeoir, et les paramètres associés à cette portion de plongeoir vont dépendre de cette position. Ce modèle, il a 3 degrés de liberté dans le plan, ce qui lui permet lui aussi de générer une composante verticale et horizontale de l'effort d'interaction. Du fait de l'amélioration des puissances de calcul aujourd'hui depuis les années 90 et de notre nécessité de calculer les énergies du plongeoir, on a décidé de se baser sur un modèle de plongeoir complet en utilisant la méthode des éléments finis. Si on s'intéresse maintenant à la modélisation du plongeur, donc là je vous présente des exemples de modèles qui ont été utilisés pour étudier la phase de préparation. Donc le point commun entre l'ensemble de ces modèles, c'est que ce sont des modèles multicorps 2D. Ces modèles multicorps vont varier soit du fait que certains considèrent uniquement une portion du plongeur, alors que certains considèrent le plongeur complet. Pour représenter le plongeur, ils font appel à des nombres de segments différents. Et on trouve également des modèles qui font appel à l'utilisation de masse oscillante pour représenter le comportement des tissus mous. Le caractère 2D commun à l'ensemble de ces modèles va forcément induire des hypothèses sur l'estimation de la cinématique, de la cinétique et de la dynamique du plongeur. Pour aller plus loin, nous, on a décidé de s'intéresser donc à des modèles multicorps toujours, mais 3D, qui vont en plus permettre de vérifier l'hypothèse Planck qui était admise dans la littérature. L'ensemble de ces modèles et données, ont permis de mettre en œuvre différentes démarches d'analyse de la performance. Parmi ces démarches, on trouve les démarches basées sur l'analyse de mouvement, où là, le but, ça va être d'analyser une performance qu'on a enregistrée. Et parallèlement à ça, on trouve la génération de mouvement, où là, le but, ça va être de simuler un comportement et d'étudier les paramètres d'entrée qui permettent d'obtenir ce comportement. Dans le cadre de ma thèse, on s'est plutôt focalisé on a utilisé une démarche d'analyse de mouvement, donc c'est celle que je vais vous détailler. Donc, dans la littérature, pour analyser le mouvement, on utilise différentes démarches, notamment la comparaison entre plongeons différents, donc qui vont différer soit par le niveau du plongeur, soit par le coefficient de difficulté du plongeon. On va aussi utiliser les démarches d'analyse de mouvement pour trouver une corrélation entre des variables d'intérêt qu'on cherche à étudier et un objectif qui est une image de la performance. Et dans la plupart des cas, on va avoir besoin d'une image de la performance pour mener cette analyse. Donc, on va essayer de récolter des analyses qualitatives du saut, qui peuvent être, si on s'intéresse à des plongeons de compétition, directement le score des juges,
Mais lorsque ce n'est pas le cas, on va demander soit au plongeur de s'évaluer lui-même, soit à un observateur extérieur d'évaluer la performance. L'ensemble de ces démarches, elles ont permis de dégager différents critères de la performance concernant la phase de préparation dans la littérature. On trouve notamment l'importance d'un compromis au moment du décollage entre la quantité de translation et la quantité de rotation, qui sont pourtant toutes les deux primordiales dans la réalisation de la performance. On trouve également comme critère de performance la distance entre les pieds du plongeur et l'extrémité libre du plongeoir à différents instants clés. Et il y a une notion de synchronisation temporelle qui est souvent relevée dans la littérature, qui est pour les plongeons avant. Au niveau du touchdown, on dit que le touchdown doit avoir lieu quand le plongeur a atteint sa vitesse maximale et qu'il en est de même pour le plongeoir. Pour ce qui est des transferts d'énergie, dans la littérature, on va considérer que lors des phases de contact, le plongeur doit maximiser l'énergie stockée dans le plongeoir. On considère ça comme un objectif sans avoir jamais vraiment vérifié à notre connaissance cette hypothèse. Et il n'y a pas de détail au cours du temps des transferts d'énergie qui s'opèrent entre le plongeur et le plongeoir. Donc, pour répondre à ces enjeux, on a décidé, dans le cadre de ma thèse, de se baser sur des données de mouvement et un modèle d'interaction pour essayer de mieux comprendre les transferts d'énergie entre le plongeur et le plongeoir et de dégager des notions de synchronisation temporelle optimale dans un but d'amélioration de la performance. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, on s'est basé sur des données de mouvement obtenues par système optique pour avoir des informations 3D du plongeur et du plongeoir. On a développé un modèle d'interaction qui va considérer dans un premier temps un modèle de plongeur et un modèle de plongeoir indépendants l'un de l'autre. Ça permet de modéliser le plongeur en s'affranchissant des difficultés de modélisation du plongeoir et inversement. Mais on veut quand même simuler le comportement du plongeur en réponse à la sollicitation du plongeoir et de même pour le plongeoir. Donc, pour faire ça, on va réaliser ce qu'on appelle un couplage faible entre les deux, c'est-à-dire qu'on va appliquer les efforts d'interaction à chacun des deux modèles pour étudier son comportement en réponse à la sollicitation de l'autre. On va utiliser ces données et modèles pour réaliser une démarche basée sur l'analyse de mouvement. C'est donc ce schéma qui va en fait structurer le propos de ma thèse. Je vais dans un premier temps commencer par vous présenter les données expérimentales sur lesquelles on s'est basé. Ensuite, je vous détaillerai comment on a mis en œuvre le modèle d'interaction plongeur-plongeoir. Et ensuite, je vous expliquerai comment on a utilisé l'ensemble de ces outils pour contribuer à l'étude de la performance en plongeon sur tremplin en analysant le mouvement d'un plongeur de niveau international. Enfin, je conclurai et j'avancerai les perspectives de ma thèse. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes campagnes de mesures expérimentales qu'on a menées. On a commencé par une étape dite de validation. Pourquoi de validation? C'est que le but ici, c'était d'avoir des données qui vont permettre de valider les différents outils qu'on a développés et pas de faire une analyse de la performance directement. Donc, de ce fait, on a équipé un plongeur amateur de 45 marqueurs réfléchissants en suivant les recommandations de l'ISB. On a également équipé un plongeoir situé à 1 mètre au-dessus de l'eau de 50 marqueurs réfléchissants et on a déplacé 12 caméras en piscine pour faire une acquisition en conditions réelles. On a utilisé une fréquence d'échantillonnage de 200 Hz. Le but étant ici, comme je l'ai dit, de valider des outils et pas de faire une analyse de la performance, on a cherché à générer différents types de sollicitations sur le plongeoir et pas à réaliser des plongeons classifiés. Donc, on a demandé aux plongeurs de faire des plongeons avec course d'élan et des plongeons sans course d'élan. Et pour chacun d'entre eux, il a réalisé 2 itérations. Après avoir validé l'ensemble de nos outils, on a fait une nouvelle campagne de mesure où là, le but, c'était d'appliquer l'ensemble des outils qu'on avait validés au service de l'analyse de la performance. Donc, cette étape, on l'appelle l'étape d'application. Donc, pour répondre à cet enjeu, on a étudié 5 plongeurs et plongeuses de niveau international. On les a équipés de 36 marqueurs. Pourquoi 36? Parce qu'en fait, on a fait évoluer le placement des marqueurs du fait d'expérimentations précédentes. Et on a équipé un plongeur de 1 mètre et un plongeur de 3 mètres de 51 marqueurs réfléchissants. On a déplacé 18 caméras dans la fosse à plongeon de l'INSEP. On a également réalisé une acquisition à 200 Hz. Le but étant ici de faire une analyse de la performance. On a demandé à une plongeuse expérimentée d'observer la performance et de l'évaluer. Pour l'évaluer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réalisé un classement entre plongeons similaires et elle a également fait un commentaire sur l'ensemble des plongeons qu'elle a évalués. Donc, lors de cette étape d'application, on a enregistré beaucoup plus de plongeons. On a enregistré les plongeons avant et arrière, qui pouvaient être en position groupée et carpée, et qui pouvaient contenir entre 1 et 7 demi-sauts périlleux. Pour chaque type de plongeon réalisé, on a demandé 3 itérations. Donc, pour conclure, on a fait 2 campagnes de mesure expérimentales, une de validation et une d'application, et c'est comme ça qu'elles seront présentées dans la suite de ma présentation. Donc, on a réussi à obtenir des données en 3D du plongeur et du plongeoir en utilisant un système optique qui est réputé pour sa précision, mais ça a quand même nécessité un temps d'installation et un post-traitement qui est beaucoup plus long que pour des essais en laboratoire. Donc, maintenant que je vous ai présenté l'ensemble des données expérimentales sur lesquelles on s'est basé, je vais vous
expliquer comment on les a utilisés pour développer un modèle d'interaction plongeur-plongeoir. Donc, dans un premier temps, pour mettre en œuvre ce modèle d'interaction, on s'est basé uniquement sur les données de mouvement du plongeur pour développer un modèle multicorps 3D du plongeur. Pour ce faire, on a utilisé un logiciel MATLAB qui s'appelle Custom et qui a été proposé par Muller en 2019 au sein de l'équipe. En se basant sur ce modèle de plongeur et sur les données de mouvement du plongeur et du plongeoir, on a développé une méthode qui permet d'estimer l'évolution des efforts d'interaction. Parallèlement à ça, on a utilisé un autre logiciel MATLAB qui s'appelle Atlas, qui a été proposé par Grange en 2021, qui, à partir des données de mouvement du plongeoir, vont permettre de mettre en œuvre un modèle complet du plongeoir basé sur la méthode des éléments finis. On a ensuite appliqué l'évolution des efforts d'interaction et au plongeur et au plongeoir pour simuler leur comportement en réponse à la sollicitation de l'autre. Ça nous a amené, pour le plongeoir, à développer une méthode de caractérisation qui va permettre en fait de déterminer le jeu de paramètres du modèle, qui va nous permettre d'avoir un déplacement le plus proche possible du déplacement observé expérimentalement. Donc si je récapitule, on a bien un modèle de plongeur, un modèle de plongeoir, qui sont dans un premier temps considérés indépendamment l'un de l'autre, et entre les deux, on va opérer un couplage faible qui va permettre d'étudier leur interaction. Donc, pour vous présenter ce modèle, je vais détailler plus en détail deux méthodes qu'on a mis en œuvre pour mettre en œuvre ce modèle. Donc, la méthode d'estimation des efforts d'interaction et la méthode de caractérisation du plongeoir. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la méthode d'estimation des efforts d'interaction basée sur le modèle du plongeur. Donc, dans la littérature, quand on a cherché à estimer ces efforts d'interaction, on s'est soit placé du point de vue du plongeur en étudiant le comportement de son centre de masse, soit du point de vue du plongeoir en regardant le déplacement du modèle. À chaque fois, dans tous les cas, on a toujours considéré entre 1 et 3 points de contact entre les pieds du plongeur et le plongeoir, qui étaient tous situés dans le plan d'étude, puisque je rappelle, les études sont toutes 2D. Nous, on a décidé de se baser plutôt sur des outils de la biomécanique qui vont utiliser des modèles multicorps 3D, ce qui est le type de modèle de plongeur qu'on vise, et qui vont considérer une interface discrétisée sous les pieds du sujet. Le fait est que, dans les études de biomécanique qui existent, à chaque fois, pour estimer les efforts de réaction au sol, on va faire toujours la même hypothèse, qui est que le sol est statique et horizontal, ce qui va être limitant dans notre cas, puisqu'en fait, le sol, ça va être le plongeoir, et donc il va se déformer au cours du temps. Donc, ça nous a amené à développer une méthode qu'on a appelée la méthode générique, qui va permettre en fait d'estimer les efforts de réaction au sol dans le cadre d'une interaction avec une structure mobile et non horizontale. On l'a appelée méthode générique parce qu'en fait, elle répond à des enjeux qui sont plus larges que juste le plongeon sur tremplin. En fait, on a imaginé que ça pouvait servir à d'autres types d'applications, comme l'interaction avec un skateboard, ou le ski sur pente, ou encore le travail sur plateforme élévatrice. Cette méthode, elle se base sur une approche par optimisation qui a été proposée par Muller en 2020. Et pour valider cette méthode générique, on a utilisé une structure mobile instrumentée qui nous a permis de mesurer les efforts qu'on cherchait à estimer. Et donc, en comparant la mesure à l'estimation, ça nous a permis de valider la méthode. Après avoir validé cette méthode générique, on l'a adaptée pour la rendre spécifique au plongeon sur tremplin. Pour évaluer la précision de cette méthode spécifique au plongeon, on n'a pas instrumenté le plongeoir parce que c'est quelque chose de délicat du fait de son caractère déformable et de son interaction avec le plongeur. Donc là, on a décidé de comparer certaines de nos données à des données disponibles dans la littérature. Donc pour comprendre comment fonctionne la méthode spécifique au plongeon, il faut comprendre comment fonctionne la méthode générique sur laquelle elle se base. Donc, elle s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, on va considérer qu'il existe 14 points de contact potentiels répartis sous les pieds du sujet. Donc, ces points de contact, ce sont des points fictifs placés sur le modèle biomécanique qui ont été proposés par Schmidt en 2014. Et on va associer un repère mobile à la surface de contact. Et on va appliquer à chaque instant, à chacun des points de contact potentiels, des seuils en position et en vitesse qui vont nous permettre de savoir à chaque instant lesquels de ces points sont actifs ou non, c'est-à-dire lesquels sont en contact ou pas avec la surface de contact. Donc, une fois qu'on sait à chaque instant où est-ce qu'il y a contact, on va chercher à distribuer les efforts parmi tous les points de contact actifs. Pour ça, on va utiliser une approche par optimisation qui va viser à minimiser la somme quadratique des efforts extérieurs qui s'appliquent sur les pieds du sujet, de façon à respecter son équilibre dynamique. Lorsqu'on veut étudier le plongeon sur tremplin spécifiquement, il faut faire une étape en amont de cette méthode générique qui va consister en fait à repérer sur le plongeoir complet où se situe la surface de contact potentielle. Pour ça, on va chercher à repérer quels sont les marqueurs du plongeoir qui sont les plus proches des points de contact potentiels sous les pieds du sujet. Et c'est à cette surface potentielle de contact qu'on va appliquer la méthode générique. Donc, cette méthode, elle nous a permis
de tracer l'évolution au cours du temps de chacune des composantes de l'effort d'interaction, ici présentée normalisée par le poids du sujet. Donc moi, je vais vous présenter uniquement les 3 composantes avec les amplitudes les plus significatives, qui sont les 3 composantes dans le plan, donc l'effort vertical, l'effort horizontal et le moment dans le plan. Si on s'intéresse plus spécifiquement à la courbe en rouge, qui est la composante verticale, on voit qu'il y a une succession de pics, et chacun des pics en fait va correspondre à une réception de saut. On va s'intéresser, pour se comparer à la littérature, à la phase du plongeon qui a été la plus étudiée, qui est la phase d'impulsion. Donc on va s'intéresser au dernier pic, et notamment à la valeur maximale atteinte par ce pic. Donc, si dans un premier temps, on compare l'étape de validation et l'étape d'application, on se rend compte que lors de l'étape d'application, pour l'ensemble des composantes, on a des valeurs plus élevées. On a fait l'hypothèse que ça provenait du fait que le plongeur de la phase d'application était un plongeur expérimenté, élite, alors que lors de la phase de validation, c'était un plongeur amateur. Et ça semble se vérifier quand on s'intéresse à la littérature, qui, elle, va dans tous les cas étudier des plongeurs élites. On a du coup, dans la plupart des cas, des ordres de grandeur similaires, notamment si on s'intéresse aux résultats qui ont été publiés dans la thèse de Kong en 2005, qui s'est intéressé à l'ensemble des composantes auxquelles on s'est intéressé nous aussi, et pour chacune d'entre elles, on a des ordres de grandeur très similaires. Donc là, je vous ai présenté les résultats pour les plongeons avec course d'élan. On peut observer les mêmes phénomènes pour les plongeons sans course d'élan, mais qui sont visiblement moins étudiés dans la littérature, et du coup pour lesquels on a eu plus de mal à trouver des données pour se comparer. Donc, pour essayer d'évaluer un petit peu quand même la précision de nos résultats, on s'est intéressé aux signes des différentes composantes lors de la phase d'impulsion, donc du dernier pic. Donc, si on s'intéresse à l'effort horizontal, on voit que dans tous les cas, il est positif lors de la phase d'impulsion, ce qui est cohérent parce qu'en fait, ça tend à pousser le plongeur vers la piscine. Si on s'intéresse maintenant au signe du moment sous les pieds, on voit qu'il est de signe opposé pour les 2 campagnes de mesure, ce qui est cohérent parce que, comme on peut le voir, le plongeur n'est pas orienté de la même façon au moment du décollage. De plus, ces courbes permettent également d'observer des présences d'oscillations au moment de prise et perte de contact entre le plongeur et le plongeur qui sont probablement dues à des problématiques de réglage de filtrage. De plus, là, je vous présente l'évolution des efforts d'interaction présentés dans le repère monde, le repère global, mais ça serait intéressant également de s'intéresser à l'évolution de ces efforts d'interaction dans le repère associé à la surface de contact pour évaluer la composante normale et tangentielle. Donc, pour conclure, on a réussi à développer une méthode qui nous permet d'observer l'évolution des efforts d'interaction entre le plongeur et le plongeoir au cours du temps. Néanmoins, cette méthode est encore perfectible sur différents aspects. Il serait intéressant d'effectuer, par exemple, des études paramétriques pour le réglage de certains paramètres, comme par exemple les paramètres de filtrage. De plus, on a utilisé un modèle biomécanique qui considère un modèle de pied constitué d'un seul segment rigide. Or, quand on regarde une performance en plongeon sur tremplin, en fait, le pied est souvent articulé. Donc, il serait intéressant d'étudier l'influence d'un modèle de pied en 2 parties sur les résultats qu'on a obtenus. Et enfin, l'analyse des résultats, notamment ceux de la méthode générique, nous a amené à montrer qu'il y avait des valeurs inférieures à un certain seuil, donc de 0,15 newton ou newton-mètre par kilo, en dessous duquel on n'arrivait plus à estimer les efforts d'interaction. Donc, là, je viens de vous présenter comment on a estimé les efforts d'interaction en se basant sur le modèle de plongeur. Je vais maintenant vous présenter comment on a développé le modèle de plongeur et comment on lui a appliqué ces efforts d'interaction. Donc, un plongeoir, c'est une structure élancée qui va être articulée à son origine et qui va être posée sur un appui à position réglable. L'épaisseur d'un plongeoir n'est pas constante et quand on s'intéresse à sa section transverse, on voit qu'elle est composée de nervures et d'une boîte de torsion en son centre. L'ensemble de ces caractéristiques sont communes et au plongeoir maxiflex et au plongeoir duraflex. Nous, pour modéliser le plongeoir, on va faire différentes hypothèses. Du fait du caractère élancé de la structure, on va considérer que c'est une poutre de Bernoulli, avec une épaisseur qu'on va supposer constante, et on va faire l'hypothèse qu'elle est composée d'un matériau homogène et isotrope. On va appliquer donc les efforts d'interaction à ce modèle de plongeoir. On va l'appliquer au nœud du modèle qui est le plus proche du centre de pression sous les pieds du sujet. Et donc, on va s'intéresser au comportement dynamique d'une poutre de Bernoulli, qui est régie par l'équation suivante. L'équation a fait apparaître plusieurs paramètres, le module de Young E, le moment quadratique I, qui va faire intervenir la largeur B qu'on a supposée connue et égale à la valeur mesurée, et ça va également faire intervenir l'épaisseur H, qu'on cherche à déterminer et considérer comme constante. On voit aussi apparaître le paramètre ρA plusieurs fois, notamment dans la prise en compte de la gravité, ρ étant la masse volumique, et A étant la section de la poutre qui donc va être le produit de sa largeur et de son épaisseur. De ce fait, on va chercher
à déterminer les paramètres suivants, qui sont la masse volumique, le module Young et l'épaisseur H supposée constante. Et on va également chercher à déterminer ce qu'on appelle le coefficient de restitution, qui va permettre de quantifier la perte énergétique au niveau du contact unilatéral en X égale L1 sur le schéma. Pour déterminer ce jeu de paramètres, on va chercher à minimiser l'écart entre les déplacements verticaux du modèle et les déplacements verticaux expérimentaux. Pour ce faire, on va considérer l'ensemble des essais qu'on a à disposition, des essais expérimentaux, et on va s'intéresser à tous les points d'observation qui sont situés après la pluie. Pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'avant la pluie, les déplacements étaient trop faibles vis-à-vis du niveau de précision du système optique utilisé. Ce que j'appelle les points d'observation, c'est à la fois les nœuds et les marqueurs, les nœuds du modèle et les marqueurs expérimentaux, puisqu'en fait, on a fait en sorte qu'il y ait une correspondance entre chaque nœud du modèle et chaque marqueur expérimental. Donc, pour l'ensemble des essais et l'ensemble des points d'observation qu'on a conservés, on a cherché à minimiser l'erreur au sens des moins carrés entre le déplacement expérimental et le déplacement du modèle, normalisé par l'amplitude maximale expérimentale. Pour minimiser cette fonction, on a utilisé la méthode du recuit simulé, qui est une méthode stochastique qui permet d'éviter un peu les problèmes de minima locaux. Le caractère stochastique de cette méthode fait que si on la lance plusieurs fois, on peut obtenir des jeux de paramètres différents. Donc, on a déterminé de façon empirique qu'il fallait lancer 50 cycles de calcul similaires pour faire un compromis entre précision et temps de calcul. Et sur les 50 solutions qu'on a obtenues, on a appliqué une méthode de groupement qui va permettre de déterminer le nombre de groupes de solutions qu'on a. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on faisait ça, pour tous les essais qu'on a tentés, on avait toujours un unique groupe de solutions. Donc, on a décidé de conserver celle qui amenait à la plus petite valeur de fonction objective. Et c'est sur ce jeu de paramètres-là qu'on va chercher à évaluer la précision de la méthode. Pour évaluer la précision de la méthode basée sur ce jeu de paramètres qu'on a sélectionné, on va chercher pour chacun des points d'observation à comparer l'évolution au cours du temps du déplacement du modèle et l'évolution au cours du temps du déplacement expérimental. Pour ça, on va utiliser différentes métriques. On va calculer l'erreur absolue entre la courbe rouge et la courbe bleue sur le schéma à chaque instant. On va également normaliser cette erreur par l'amplitude maximale expérimentale. Et pour avoir des notions de déphasage entre les deux courbes, on va faire une corrélation croisée. On va également calculer les valeurs moyennes des erreurs absolues et des erreurs absolues normalisées au cours du temps. Donc, voilà les résultats qu'on obtient lorsque on a caractérisé le plongeoir et validé la méthode, donc calculé les différentes métriques, avec le même jeu de paramètres. Donc, si on s'intéresse d'abord à l'erreur maximale observée au niveau de l'extrémité libre du plongeoir, on voit qu'on a des valeurs qui sont très, très élevées et qui peuvent en fait atteindre jusqu'à 50% de la flèche maximale observée. De même, si on s'intéresse au comportement à l'appui, donc là, on a des erreurs maximales qui sont beaucoup plus faibles du fait qu'en fait, le déplacement est plus faible à cet endroit-là, mais en fait, ramené au déplacement maximal observé, on a aussi des erreurs qui sont supérieures à 50% du déplacement. Mais lorsqu'on va moyenner ces erreurs au cours du temps, on va se rendre compte qu'on va obtenir des valeurs qui sont beaucoup plus faibles, qui sont inférieures à 20% du déplacement observé, ce qui montre bien qu'en fait, on est très souvent loin de ces erreurs maximales au cours du temps. Maintenant, si on s'intéresse à la corrélation croisée, on voit que pour chacun des points d'observation, on a toujours une corrélation maximale de l'ordre de 0,9 associée à un retard toujours inférieur à 0,04 secondes, ce qui est très satisfaisant lorsqu'on veut en fait étudier les notions de synchronisation temporelle au vu de la fréquence des efforts d'interaction. On a ensuite fait une étude qui permettait de savoir en fait si on étudie un unique plongeoir, mais pour différents types d'essais, est-ce qu'on peut faire une unique phase de caractérisation et si oui, avec quel type d'essai il vaut mieux la réaliser? Donc, pour répondre à ça, on a utilisé sur les tables d'application les deux types de plongeons qu'on avait à disposition, donc les plongeons avant et les plongeons arrière, pour lesquels en fait, le comportement du plongeoir va surtout varier au niveau du décollement à l'appui. On va avoir un déplacement en fait, qui est beaucoup plus élevé au niveau de l'appui qu'au niveau de l'extrémité libre. Et à chaque fois, on a caractérisé le plongeoir en utilisant un type de plongeon et appliqué le jeu de paramètres obtenus pour étudier les autres types de plongeons. Donc, lorsqu'on caractérise le plongeoir avec le plongeon avant, on arrive bien ensuite à estimer le comportement du plongeoir pour les plongeons arrière. Par contre, quand on fait la démarche inverse, si on s'intéresse à l'ensemble des métriques, là, on a des résultats qui sont plus satisfaisants quand on caractérise à partir des plongeons arrière. De plus, pour chacun des jeux de paramètres obtenus, on a calculé les énergies du plongeoir et on s'est rendu compte que dans le cas du jeu de paramètres obtenus avec les plongeons avant, on avait des ordres de grandeur qui sont plus proches de l'énergie du plongeur, ce qui semble cohérent parce que l'énergie du plongeoir provient de l'énergie du plongeur. Cette étude semblerait donc montrer
qu'il serait plus pertinent de solliciter pleinement le comportement à l'appui et d'utiliser des essais qui vont entraîner un déplacement le plus élevé possible au niveau de l'appui. Cette étude amène aussi à se questionner sur la considération des déplacements faibles, notamment au niveau de l'appui, puisqu'en fait, on va utiliser une méthode de normalisation en fait, dans la fonction objective qui va amener à diviser en fait, par le déplacement maximal qu'on a observé, sauf que si ce déplacement est tout petit, on divise par quelque chose qui est proche de 0. Donc, il serait intéressant d'adapter le nombre de points d'observation en fonction du type d'essai qu'on a utilisé. Donc, on a aussi fait l'hypothèse des petits déplacements pour simuler le comportement du plongeoir, ce qui est très discutable lorsqu'on observe des flèches de l'ordre d'1 mètre sur un plongeoir de 5 mètres. Mais on a fait ce choix pour avoir une première approximation. Les grands déplacements forment donc une perspective de la thèse. Enfin, il serait aussi, dans ce cas précis, dans le cas de cette étude-là, de faire des études paramétriques pour régler certains paramètres, comme par exemple les bornes des paramètres qu'on cherche à estimer. Et on pourrait également s'intéresser aux discrétisations spatiales et temporelles. En effet, pour l'instant, on a une discrétisation temporelle qui est fixe, peu importe le jeu de paramètres qu'on a obtenu, alors que l'on sait que le jeu de paramètres va jouer sur la raideur de la structure, et donc il faudrait normalement adapter le pas de temps à la raideur de la structure. Si on s'intéresse maintenant à la discrétisation spatiale, il serait intéressant d'étudier l'influence du maillage sur les résultats, notamment par exemple en raffinant au niveau de la zone de contact, ce qui permettrait aussi d'être plus précis sur l'estimation du point d'application sur le plongeoir. Malgré ça, on a réussi à mettre en œuvre une méthode de caractérisation de plongeoir qui nous permet d'obtenir un modèle de plongeoir complet qui va nous permettre d'estimer ces énergies. Donc, si on regarde en chacun des points d'observation l'erreur maximale qu'on obtient, elle est plus élevée que celle qu'on arrivait à avoir avec les modèles précédents dans la littérature, mais les modèles précédents, si vous vous rappelez, sont des modèles qui considèrent uniquement une portion de plongeoir, et donc ils sont plus précis localement, mais nous on a un modèle global, et c'est pour ça que localement on fait toujours une erreur un peu plus élevée. Donc maintenant que je vous ai présenté le modèle d'interaction plongeur-plongeoir, je vais vous présenter comment on a utilisé ce modèle ainsi que les données expérimentales pour analyser le mouvement d'un plongeur de niveau international. Donc, dans un premier temps, on a cherché à déterminer des études qui nous permettraient d'apporter des connaissances non encore disponibles dans la littérature, mais qui auraient également un caractère applicatif pour les acteurs de terrain. Donc, pour ça, on a observé les plongeurs élites dans leur environnement d'entraînement. Ça nous a amené à discuter avec eux, et notamment avec la cadre technique sportive Clémence Connery. Et en mêlant le fruit de ces échanges à une étude de la bibliographie, on a dégagé 3 études. Une première étude qui va viser à dégager une notion de synchronisation temporelle optimale entre la poussée du plongeur et le comportement du plongeoir. Une seconde étude pour laquelle le but initial était d'estimer l'influence de l'amplitude des efforts d'interaction sur la performance, mais qui nous a en fait amené à dégager des notions de synchronisation temporelle entre l'instant du décollage et le comportement du plongeoir. Et enfin, une dernière étude, qui est celle que je vais vous présenter dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui, qui traite de l'évolution des transferts d'énergie entre le plongeur et le plongeoir. Donc, il faut savoir que pour mener cette étude, on n'a pas utilisé l'ensemble des données expérimentales de l'étape d'application. Pourquoi? Parce que ça a nécessité un temps de post-traitement trop long. Et en plus, on a certains essais pour lesquels on a eu des occlusions de marqueurs, donc on n'a pas pu utiliser ces essais-là. Donc, ça nous a amené à étudier un plongeur de niveau international qui a réalisé 6 types de plongeons différents sur un plongeoir de 1 mètre. Et pour chaque type de plongeon, il a réalisé 3 itérations, ce qui va nous permettre de dégager des tendances, mais pas de faire de réelles études statistiques. Et évidemment, notre but étant de faire une analyse de la performance, on a pris en compte l'évaluation faite par une plongeuse expérimentale. On a étudié donc les types de plongeons suivants. On a étudié 3 types de plongeons avant en position groupée et 3 types de plongeons arrière en position carpée, qui vont différer pour chaque type de plongeon par le nombre de sauts périlleux qui sont effectués. Ce nombre de rotations, en fait, étant souvent lié au quotient de difficulté du plongeon. Dans un premier temps, pour étudier ces transferts d'énergie, on a cherché à observer l'évolution au cours du temps des énergies cinétiques, potentielles et mécaniques du plongeur et du plongeur, puisque c'est des données qu'on n'a pas réussi à trouver dans la littérature. Et en se basant sur ces observations, on a cherché à déterminer des critères de la performance. Donc, on a étudié différents types de critères. Des premiers critères qui vont permettre de quantifier l'apport du travail musculaire du plongeur lors de l'impulsion. Et un second critère qui est basé sur les énergies maximales du plongeur et du plongeoir lors de l'impulsion également. Pour réaliser l'ensemble de ces étapes, on a donc besoin de connaître l'évolution des énergies du plongeur et du plongeoir. Donc, si on s'intéresse au plongeur dans un premier temps, on a considéré son énergie potentielle de pesanteur en se basant sur l'altitude de son centre de masse. Et on a, pour calculer son énergie cinétique, pris en compte les composantes en translation et en rotation de l'ensemble des segments du modèle associé. Si on s'intéresse maintenant au modèle du
plongeoir. Donc là, on s'est basé sur le modèle élément fini, on a pris en compte tous les nœuds du modèle élément fini et on a calculé son énergie potentielle de déformation et son énergie cinétique. Que ce soit pour le plongeur ou pour le plongeoir, on a calculé l'énergie mécanique comme étant la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Pour calculer les critères énergétiques visant à quantifier l'apport du travail musculaire du plongeur, on s'est basé sur une étude qui a été proposée par Aaron Baptiste en 2004 et qui s'intéresse au saut à la perche. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va considérer deux phases dans un saut à la perche. Une première phase où c'est le perchiste qui va stocker l'énergie dans la perche, et une seconde phase où c'est la perche qui va restituer son énergie à l'athlète. Et pour chacune des phases, phase 1 et phase 2, on va toujours faire la différence entre l'énergie du système en sortie, système athlète plus perche, par son énergie en entrée. Et on va considérer que cette différence d'énergie est due à l'apport du travail musculaire du plongeur. Donc si cette différence d'énergie est positive, ça veut dire que le perchiste a apporté de l'énergie au système. Si elle est négative, ça veut dire qu'il en a dissipé. Et donc nous, on va faire une analogie avec le plongeon sur tremplin. Donc ça va nécessiter pour les plongeons avant et pour les plongeons arrière de définir deux phases également. Donc on va utiliser le même principe. On va considérer une première phase lors de laquelle c'est le plongeur qui va stocker l'énergie dans le plongeoir, et une deuxième phase où c'est le plongeoir qui va restituer l'énergie au plongeur. Donc nous, on s'est intéressé uniquement à la phase d'impulsion, et pour définir le début et la fin de l'étude, on s'est intéressé à l'altitude maximale du centre de masse du plongeur. On a considéré que la transition entre les deux phases était le moment où le plongeoir atteignait sa flèche maximale. Et donc, pour chacune des phases, on a calculé les mêmes critères que dans l'étude précédente, donc E1.1 pour la phase 1 et E1.2 pour la phase 2, mais on a également considéré un critère plus global qui va faire la différence entre l'énergie mécanique du plongeur à la fin de la phase 2 et son énergie au début de la phase 1, pour essayer de voir l'évolution de son énergie sur l'entièreté de la phase d'impulsion. On a fait de même pour les plongeons arrière, donc on a utilisé l'altitude maximale du centre de masse à différents instants et la flèche maximale du plongeoir qu'on a obtenue à partir des données expérimentales pour définir les deux phases, et on a calculé les trois mêmes critères énergétiques qui sont E1.1, E1.2 et E10. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les résultats qu'on obtient pour les plongeons avant, et je ferai ensuite de même pour les plongeons arrière. Donc, là, on observe l'évolution de l'énergie potentielle, cinétique et mécanique du plongeur et du plongeoir. À notre connaissance, c'était des données qui n'étaient pas encore disponibles dans la littérature. Et en fait, ces données vont nous permettre d'étudier sur les différentes phases du plongeon, d'avoir une vue d'ensemble en fait, sur les différents transferts d'énergie. Donc, si on s'intéresse plus particulièrement à la phase d'impulsion, on va s'intéresser dans un premier temps à la différence entre l'énergie initiale, donc au moment du touchdown, et l'énergie au moment de la flèche maximale du plongeoir. On voit que entre ces deux instants, le plongeur a perdu 2000 joules, qu'il a donc stocké dans le plongeoir. Mais on voit que pendant cette période-là, le plongeur, lui, a gagné 2500 joules. Donc ça veut dire en fait qu'on a eu un gain d'énergie de 500 joules qui a été apporté par le travail musculaire du plongeur, et c'est ce qui est représenté par le critère E1.1. Si on s'intéresse maintenant à la phase de rappel, donc on part de la flèche maximale du plongeoir et qu'on va jusqu'au décollage du plongeur. Donc là, on voit que le plongeoir a restitué 2000 joules au plongeur, mais que le plongeur en a gagné 3000. Donc ça veut dire que sur cette phase aussi, on a eu un gain d'énergie 2000 joules qui est représenté par le critère E1.2. Pour représenter le critère E10, on considère donc toute la phase d'impulsion, et là, on va faire l'énergie entre l'énergie au décollage et l'énergie initiale, donc avant le touchdown. Et ça, c'est ce qui va être représenté par le critère E10. Ces courbes permettent également de mettre en avant certaines limites du modèle. Par exemple, si on s'intéresse à l'énergie après le décollage du plongeoir, l'énergie mécanique, on voit qu'on a des variations qu'on ne devrait pas observer normalement, puisqu'en fait, l'énergie devrait être constante, voire décroissante du fait de la dissipation à l'appui. Donc ça semble montrer qu'on n'a pas utilisé un pas de temps assez petit pour simuler le comportement du plongeoir. On observe également des variations dans l'énergie mécanique du plongeur après le décollage, qu'on a supposé dû à l'apport de son travail musculaire pour la réalisation de sa figure. Et on observe également sur les courbes de l'énergie mécanique du plongeur des pics, soit avant le touchdown, soit à la fin de l'essai, qui sont dans ce cas ici aussi sûrement dus à des problématiques de réglage de filtrage. Donc, on va maintenant s'intéresser plus en détail aux critères énergétiques que je vous ai présentés précédemment pour chacune des phases. Donc, pour étudier ces critères énergétiques, on a cherché pour l'ensemble des plongeons qu'on a étudiés à regarder l'évolution de ces critères en fonction du type de plongeon qui dépend en fait du nombre de rotations. Donc là, si on s'intéresse par exemple au critère E10 qui considère l'ensemble de la phase d'impulsion, on voit qu'il semble y avoir une corrélation entre le nombre de rotations et l'énergie acquise lors de l'impulsion.
On s'est ensuite demandé, est-ce que ce critère étudié est un critère de la performance? Pour ça, on s'est intéressé au classement entre 3 mêmes plongeons qui avait été effectué par la plongeuse observatrice, et on s'est demandé si on retrouvait ce classement dans le gain d'énergie, et ce pour tous les types de plongeons. Donc pour ce critère-là en particulier, il ne semble pas y avoir de corrélation entre le classement et l'évolution de l'énergie, donc ça ne semble pas être un critère de performance. On a mis en œuvre le même type de démarche pour chaque phase spécifiquement. Donc là, on n'observe visiblement pas de corrélation entre le nombre de rotations et l'énergie acquise ou perdue lors de chacune des phases. Et si on s'intéresse au classement entre plongeons similaires, aucune tendance ne semble se dégager également. Donc ça ne semble pas être un critère de performance. Le fait est qu'on remarque que à chaque fois, pour chaque type de plongeon, enfin pour chacun des plongeons, à chaque fois, le plongeon pour lequel on a gagné le plus d'énergie lors de la phase 1 va être celui pour lequel on en a gagné le moins lors de la phase 2, voire dissipé. Ça semble montrer que le plongeur va adapter sa technique à la réponse du plongeoir et que le fait de stocker un maximum d'énergie dans le plongeoir n'est pas forcément un critère de performance, puisque si on en stocke trop lors de la phase de déflexion du plongeoir, on va visiblement être obligé d'en dissiper lors de la phase de rappel, peut-être pour des notions de maintien de stabilité. Si on s'intéresse aux énergies maximales atteintes par le plongeur et le plongeur lors de l'impulsion, ça permet de répondre en partie à ce questionnement. Donc, dans un premier temps, on voit que pour les deux, le plongeur et le plongeoir, il semble y avoir une corrélation entre l'énergie maximale atteinte et le nombre de rotations. Par contre, si on s'intéresse au classement entre les différents plongeons, il semblerait qu'en effet, le fait de stocker un maximum d'énergie dans le plongeoir ne soit pas un critère de performance. Malgré tout, il semblerait que le fait que le plongeur atteigne une énergie maximale lors de l'impulsion, donc en fait qui arrive au moment de son décollage, soit un critère de performance. On a donc pu observer les mêmes types de résultats pour les plongeons arrière, et donc on va dans cette étude rentrer plus en détail en se basant sur les critères énergétiques. Donc, dans le cas des plongeons arrière, si on s'intéresse de même d'abord aux critères EDIF, il semble y avoir une corrélation entre le nombre de rotations et l'énergie acquise lors de l'impulsion, mais ça ne semble pas en faire un critère de performance. Et là, si on regarde le détail de chacune des phases, on ne retrouve pas cette corrélation lors de la phase 1, mais on la retrouve bien par contre lors de la phase 2. Et pour chacune de ces phases, l'observation des classements ne semble dégager aucune tendance, donc ça ne semble pas être non plus un critère de performance. On observe pour les plongeons arrière le même phénomène que pour les plongeons avant. Lorsqu'on stocke un maximum d'énergie lors de la phase 1, c'est là où on va en stocker le moins lors de la phase 2. Mais par contre, pour les plongeons arrière, on a toujours un gain d'énergie, peu importe la phase. On n'observe pas de dissipation comme pour les plongeons avant. Et si on s'intéresse maintenant aux énergies maximales atteintes par le plongeur et le plongeur lors de l'impulsion, on n'observe pas de corrélation entre le nombre de rotations et l'énergie maximale du plongeoir. Par contre, on observe cette corrélation sur le comportement du plongeur. Et à la différence des plongeons avant, là, aucun des deux ne semble être un critère de performance. Donc, pour conclure, on s'est basé sur des données de mouvement et sur un modèle d'interaction plongeur-plongeoir pour étudier les transferts d'énergie entre le plongeur et le plongeoir. Ça nous a permis d'observer l'évolution des énergies du plongeur et du plongeoir au cours du temps et d'étudier différentes variables d'intérêt et de voir si elles constituaient des critères de la performance ou non. On a notamment observé il semblerait que stocker un maximum d'énergie dans le plongeoir lors de l'impulsion ne soit pas un critère de performance, contrairement à ce qui était admis avant dans la littérature, mais que malgré tout, pour les plongeons avant, il faut que le plongeur atteigne une énergie maximale, qui fait de cette énergie maximale un critère de performance. On a également pu observer l'évolution de ces critères en fonction du nombre de rotations, qui est souvent lié dans la plupart des cas aux coefficients de difficulté du plongeon. Donc maintenant, je vous ai présenté l'ensemble des études qu'on a mises en œuvre. Je vais conclure et apporter les perspectives de mon travail. Donc, si je reviens aux objectifs de la thèse, on cherchait à étudier les transferts d'énergie entre le plongeur et le plongeoir et à étudier les notions de synchronisation temporelle optimale entre les deux, dans un but d'analyse de la performance. Pour ce faire, on a proposé un modèle d'interaction basé sur un couplage faible entre un modèle de plongeur et un modèle de plongeoir. Ce modèle d'interaction, il va utiliser comme données d'entrée des données de mouvement du plongeur et du plongeoir obtenues par système optique. Ça nous a permis d'obtenir des informations en 3D pour chacun d'entre eux, mais ça a nécessité un protocole complexifié. Pour modéliser le plongeur, on a utilisé un modèle multicore 3D
Et pour modéliser le comportement du plongeoir, on a utilisé un modèle qui se base sur la méthode des éléments finis, qui va considérer le plongeoir complet comme une poutre avec un chargement 2D. On a développé une méthode d'estimation des efforts d'interaction qui se base sur les outils de la biomécanique et qui permet également d'avoir des informations en 3 dimensions. Donc, l'ensemble de ces outils nous ont permis de contribuer à l'analyse de la performance en plongeon sur tremplin. On a réussi à obtenir des données qu'on n'a pas réussi à trouver avant dans la littérature et à déterminer pour différentes variables d'intérêt si elles constituaient des critères de la performance ou non. On a donc développé une méthodologie d'analyse de la performance qui ouvre de nombreuses perspectives. Il serait notamment intéressant de faire le même type d'analyse, mais en utilisant plus d'essais pour chaque type de plongeon similaire. Ça permettrait de faire vraiment des études statistiques et pas juste de dégager des tendances. On pourrait également faire ce type d'analyse sur des types de plongeons différents. Il serait également intéressant d'étudier plus de sujets. Ça permettrait pour chacun des plongeurs élites de leur fournir une étude de cas, mais ça permettrait également ensuite de faire une analyse intersujet qui pourrait permettre de mettre en avant les forces et faiblesses de chacune des techniques des plongeurs différents. Il serait également intéressant d'étudier l'impact des différentes limites du modèle d'interaction sur les variables d'intérêt qu'on étudie en sortie de ce modèle. Ça permettrait de savoir selon quel axe il est préférable d'améliorer le modèle d'interaction et de quantifier un peu l'impact de ces changements sur la précision des variables d'intérêt étudiées. Enfin, on peut très bien imaginer que ce modèle pourrait avoir d'autres applications, notamment à d'autres sports qui font appel à un stockage d'énergie restituable. C'est le cas de la perche, notamment. On pourrait imaginer fournir un modèle de perche au modèle d'interaction et faire le même type d'analyse. Ce modèle d'interaction, il permet aussi d'avoir accès à d'autres quantités mécaniques et biomécaniques que je n'ai pas présentées ici, qui sont parfois utilisées pour la prévention des blessures. Donc, on pourrait utiliser le même type de modèle pour calculer des quantités qui permettent d'étudier la prévention des blessures. Je vous remercie pour votre attention. Donc, comme prévu, c'est par les deux rapporteurs de notre thèse, Laurence Chaise à la primaire. Je vais entendre. Je remercie d'abord les nombreux encadrants de cette thèse de pouvoir convier à participer à ce travail très très bon. Je voulais féliciter ici pour la présentation orale. Très claire, très pratique. Oui, c'est vrai. C'est une bonne synthèse. Et d'après ceci, tu as fait en compte quelques remarques. Alors, sans revenir trop dans le détail de ce que j'avais dit à l'écrit, pour le mémoire écrit, j'avais trouvé ça bien rédigé aussi, synthétique et structuré, c'était pas forcément uniquement travail. Et puis, il y avait des synthèses intermédiaires aussi, un petit peu régulièrement, ça va encadrer un petit peu, ce sera ce qu'on a dit. Alors, j'avais fait une petite remarque sur le second chapitre où je m'étais dit que ça serait bien, peut-être en annexe, de refaire un petit rappel du modèle que tu as utilisé. Et notamment, la partie clé, important dans typiquement les 14 points. Représentent quoi? Pourquoi ces points-là et pas autre chose? Comment ils sont définis? Alors, ces points-là, ils ont été proposés dans l'étude faite par Puit en 2014. Il a développé une méthode d'estimation des efforts d'interaction qui est basée sur une approche par optimisation, comme celle qu'on a utilisée. Et donc, elle a aussi 2 étapes, une étape de détection de contact, une étape de distribution des efforts, et elle utilise ces 14 points de contact-là sous l'effet du sujet, répartis sur le modèle, et on a donc utilisé les mêmes. Des écoutes sur la marche, par exemple? Alors, Fluid, de mémoire, il n'a pas étudié que de la marche. Il a étudié aussi des squats, il a étudié des montées et des descentes de marche, et de la marche à différentes vitesses, et de la course. Donc, il y avait plusieurs types, dans cette étude, il y a plusieurs types de tâches. Il n'y a pas le plongeon sur tremplin. Voilà, exactement. Sur ta méthode générique, alors on a une petite vidéo là, mais je me demandais si quand tu as fait tes campagnes expérimentales, puisque tu as segmenté, tu avais fait en sorte que le sujet garde bien place tout le temps ou pas? Alors, on a
préféré mettre l'accent sur sentez-vous à l'aise parce qu'en fait, le fait d'évoluer sur une structure mobile n'est pas forcément hyper rassurant pour les sujets. On a, donc là, avec la collègue avec qui j'ai fait cette campagne de mesure, on a observé l'épée du sujet et on a noté, en fait, on avait 3 sujets sur les 20 qui, lorsqu'ils faisaient un squat, en fait, relevaient les talons. Tous les autres, c'était bon. Et puis, la marche, ça posait pas trop de problème. Quand on soulève les pieds, en général, on gardait plutôt les pieds à plat. Donc, on a 3 sujets sur les 20 où, oui, on a eu un décollement au niveau du talon. Voilà. Mais c'est vrai ça n'a pas été pris en compte de façon à part dans le traitement des résultats. Ben, je pense qu'en effet, ça serait vraiment intéressant d'étudier, de refaire la même étude en fait avec un modèle de pied en 2 parties, notamment pour ces 3 sujets-là, et bien sûr pour le plongeon sur tremplin où là c'est flagrant, ça apparaît vraiment clairement. Ça serait vraiment intéressant, ouais, c'est une perspective importante de la thèse. Parce que sur le tremplin, en plus, il utilise le point d'application. Ouais. On va prendre le point le plus proche de la capacité à marquer, Oui. pour appliquer plus de temps. Oui. Et, en fait, sur des erreurs importantes. Oui, je pense qu'on a une grosse incertitude sur le point d'application. Du coup, on avait fait une étude dans le cadre d'un projet d'élèves qui consistait à comparer différents modes de chargement. Il y avait le chargement sur un point arbitraire de la surface de contact. Je crois qu'on prenait tout le temps celui qui était à la fin. On avait étudié le fait de considérer l'ensemble des points de contact et d'appliquer à chacun la somme en fait de tous les points de contact qu'on était le plus proche. Et on a fait donc aussi une étude, une version où on utilisait le nœud le plus proche du centre de pression. Et au vu des résultats, sur ces 3 types de chargements-là, c'était ça qui semblait être le plus pertinent, mais c'était une analyse dans le cadre d'un projet d'élèves. Donc oui, je pense qu'il y a encore d'autres études à faire de ce point de vue-là. Notamment, aussi, on pourrait, en raffinant, en fait, parce qu'on a quand même 10 cm d'écart entre chaque nœud, donc en fait, en raffinant le maillage, forcément, on serait beaucoup plus précis sur le placement du point d'application. Peut-être rajouter des marqueurs expérimentaux, mais à la limite, tu es obligé de mettre des marqueurs partout. Tu peux mettre un maillage plus fin. Oui, sans. Et regarder. Exactement. Oui, en fait, là, dans un premier temps, on a fait une correspondance entre marqueurs et nœuds parce que c'était, comment dire, plus facile à gérer dans le code, en fait, parce que vu qu'on fait communiquer des données issues d'une analyse biomécanique avec un modèle élément fini, en fait, on a été dans un premier temps un peu au plus simple. Mais en effet, oui, le maillage, il est indépendant en fait, du nombre de marqueurs qu'on a placés. Donc, dans un repère local. oui, je suis d'accord. J'ai pas eu assez, j'avais pas le temps de tout présenter, mais on a fait un peu depuis. C'était aussi, ça apporte d'autres réponses quoi, que celle dans le repère monde. Ça permet de voir justement, notamment lors de la prise d'impulsion et de la poussée, l'effort normal est vraiment intéressant de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Exactement. Oui, il y avait aussi, on peut parler ici dans la mémoire, qui disait que finalement les résidus c'est important en phase aérienne. Alors, ouais, je vais présenter. Là. Donc là, en fait, on voit l'évolution des résidus dynamiques, donc Fx, Fz, Fx, Fy et Fz au cours du temps pour un des essais de plongeon. Et on voit, en fait, ça, c'est pas très visible. On a des paliers, en fait, qui correspondent vraiment clairement aux phases de contact. Et lors des phases aériennes, on a des erreurs qui sont très élevées. Et on voit, en fait, normalement, lors de la phase de vol, on a vraiment des valeurs qui sont vraiment très élevées. Donc, c'est quelque chose dont on s'est aperçu à la fin de la thèse. Donc, on a mis ça comme une limite du modèle. Mais en effet, il serait vraiment intéressant d'étudier comment on peut essayer de réduire ces résidus et puis surtout l'impact qu'ils ont sur l'estimation des interactions. Parce qu'en fait, c'est vrai que le fait qu'ils soient plus faibles en fait, lors des phases de contact, on se dit que du coup, quand on estime les d'interaction, en fait, on compense cette erreur et en fait, on induit une erreur dans les effets d'interaction, à noter quand même par le fait que souvent, en plongeon sur tremplin, quand même, les phases de contact sont beaucoup moins dynamiques que les phases aériennes. Donc, ça induit aussi le fait qu'il y ait moins d'erreurs. Du coup, on a pensé à différentes perspectives, disons, façon d'expliquer. Donc, on sait en fait que les résidus dynamiques qui sont en partie dus à la propagation des erreurs cinématiques. Ça a été montré étudié par Muller en 2017.
Donc, on pourrait essayer justement d'étudier si on arrive à améliorer l'estimation de la cinématique, voir si ça a un impact sur ces rédits dynamiques-là. Et puis, peut-être aussi l'estimation des paramètres inertiels. Parce que vu que le plongeur il tourne beaucoup sur lui-même lors de la phase de vol, je pense que l'estimation des paramètres inertiels pardon, a vraiment un impact sur ces résidus. Quoi. Alors, oui, justement, on a enregistré jusqu'à ce que le plongeur soit au fond de l'eau, on a pris au plus large. Mais en fait, lors du post-traitement, on perd très très vite en fait les marqueurs dès qu'on s'approche un peu de l'eau. Et en fait, j'ai le début de la phase. En fait, j'ai toute l'ascension, mais en fait, dès qu'il commence à redescendre, je perds super vite les marqueurs. Et du coup, vu que le cœur de mon sujet c'était vraiment la phase d'interaction, on n'a pas été plus loin pour essayer de comprendre comment on pourrait réussir à estimer la phase de vol. C'est de l'impulsion, est-ce que l'environnementaux, etc., ça a gêné qu'est-ce que tu as ici? Alors, je n'ai pas oublié. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que le fait, déjà de base, j'ai l'impression que dès qu'on fait une expérimentation en dehors du laboratoire, on a toujours plus de reflets parce que on déplace le matériel, il n'est pas voilà, bien réglé. Donc, on a essayé de mettre plusieurs choses en œuvre. Donc, on n'a pas géré l'éclairage. Là, on a laissé comme il était. Par contre, on a réfléchi au placement des caméras. On avait 2 types de caméras. Des caméras Ocus et Arcus. Et en fait, sur les caméras Arcus, il y a un filtre solaire. Donc, c'est de préférence celle-là qu'on a mis face fenêtre. Voilà. Ensuite, on a utilisé un réglage global de toutes les caméras qui s'appelle Active Filtering. Et en fait, ça va permettre les acquisitions, enfin, ça va améliorer un peu les acquisitions à l'extérieur, parce qu'en fait, ça va faire une sorte d'extraction de fond après avoir illuminé la zone. Et on a aussi, du coup, quand on est en laboratoire, en fait, c'est assez rapide de régler les caméras. Là, on a vraiment fait caméra par caméra. Et à chaque fois, on a regardé s'il y avait beaucoup de reflets. On a mis des masques spécifiques à chacune des caméras. On a réglé les seuils en fonction de chacune des caméras. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ingénieur de recherche. Et malgré tout ça, on a eu un temps de post-traitement qui est vraiment extrêmement long par rapport à des essais de laboratoire pour des essais. Donc, pour un essai de plongeon qui dure quelque chose comme 2 secondes, j'ai passé 3 heures par essai, quoi. Voilà. Alors que pour l'étape que j'avais fait avec la structure mobile qui était en laboratoire, j'avais pas du tout ce temps-là pour chaque étape. Je ne sais pas si c'était le critère de performance. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose avec plusieurs personnes? Ouais. Enfin, c'est difficile à estimer, mais en fait, de base, déjà en compétition, il y a plusieurs juges, hein, il n'y a pas qu'un seul juge. Et c'est quand même un sport avec beaucoup de critères subjectifs. En fait, on évalue la grâce du plongeur aussi, donc ça joue. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Et du coup, je pense que oui, le fait d'avoir plusieurs observateurs, c'était forcément plus pertinent. Mais en fait, il s'avère que de trouver des plongeurs expérimentés ou des juges disponibles pour faire ça, parce que c'est assez chronophage d'observer. Elle a regardé les vidéos des plongeons un par un, elle a d'ailleurs merci à elle. Et du coup, c'est assez chronophage et du coup, on a eu du mal à trouver plus d'une personne pour le faire. Ouais. Oui, je pense que parce que j'ai fait, en fait, j'ai fait ces phases d'expérimentation dans ma dernière thèse. Et du coup, j'étais un petit peu comment dire, pressée par la rédaction. Et du coup, il a fallu à un moment dire, bon, bah, on s'arrête là. Et puis voilà, c'est vrai que, en effet, avoir plusieurs observateurs, c'était forcément enrichissant pour l'étude, c'est sûr. La première étude que tu as faite. Oui. Pourquoi tu n'as pas regardé aussi la notion de puissance? J'avoue qu'en fait, je n'ai pas pensé à regarder ça. Dans la littérature spécifique au plongeon, c'est pas quelque chose que j'ai souvent trouvé. Alors, c'est possible que ça apparaisse, mais en tout cas, c'est pas un élément qui est souvent observé, je pense. Donc, ça m'a pas sauté aux yeux. Mais je pense que oui, on peut le calculer avec ce qu'on fait. Donc, oui, ça serait vraiment intéressant, notamment ouais, pour la notion de poussée. C'est sûr que on a regardé la cinématique et la dynamique du genou, ce qui est déjà une hypothèse forte hein, de réduire au genou juste la notion de poussée.
Et du coup, oui, le fait d'avoir cette notion de puissance articulaire, ça serait aussi intéressant pour nourrir l'étude, je pense. Quand on parle aussi de transfert d'énergie, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sol, par exemple, Ok. transfert, de l'articulation. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Merci. Est-ce que vous avez aussi pensé aussi parce que finalement, quand on va voir quand il est réglé, il a ses caractéristiques propres, il ne va pas changer normalement en fonction de l'horreur qui se demandait si c'était peut-être pas une bonne chose d'essayer de faire de plus standardiser la façon dont on caractérise, en connaissant en particulier les efforts. Parce que là, les efforts que tu as calculés avec un modèle, avec ses limites, Oui. donc, par l'interaction de ton modèle, Oui. tu vas l'appliquer pour caractériser. Oui. Je me demandais s'il n'y avait pas, je pensais à un moyen standardisé Ouais. d'appliquer un effort connu. Ah oui, en dehors des essais, quoi. Oui, on a. Ouais. Alors en fait, au tout début, on a essayé de faire de la caractérisation en régime libre, qui posait en fait, on appliquait une condition initiale et on laissait évoluer, on essayait de refaire la même expérimentalement, et en fait ça c'était très problématique parce qu'en fait c'était assez délicat à modéliser, notamment le comportement à l'appui, donc on avait des grosses difficultés d'instabilité numérique. Du coup on s'est dit en fait en mettant un effort dessus, ça va aider à stabiliser le modèle en gros, et par contre du coup on s'est directement dit bon du coup on va appliquer des efforts qui ressemblent à ce qu'on cherche à étudier. On a fait quelques études où on avait juste mis quelqu'un à l'extrémité du plongeoir et qui oscillait soit des bras, soit des jambes pour faire osciller le plongeoir. Et en fait, quand on utilisait le jeu de paramètres qu'on avait obtenu avec cet essai-là, ça donnait des résultats qui n'étaient pas satisfaisants sur des essais de plongeon, alors que l'inverse, oui. Et je pense que c'est un peu le même type de problème que ce que j'ai présenté, où en fait, quand on fait des essais où on fait juste osciller le plongeoir, on ne sollicite pas du tout le comportement à l'appui. Et ça, je pense que, on s'en rend compte dernièrement que je pense que c'est un point clé. Et du coup, c'est vrai que les essais de plongeon, ça marche bien pour solliciter ça. En tout cas, les plongeons avancent. En fait, il y a une énorme course d'élan et en fait, on a des flèches vraiment très importantes et du coup, le plongeoir, il décolle très fort. Et du coup, en fait, on est sur les premières pistes de justement comment rendre un peu plus robuste la méthode et quel type d'essai il faudrait utiliser. Et du coup, on est un petit peu au tout début de cette démarche-là. Donc, on a juste identifié que visiblement, le comportement à l'appui était important. Mais c'est vrai qu'il faudrait aller plus loin pour vraiment dire faire tel type d'essai, avoir un vrai protocole pour caractériser les plongeons. Ce n'est pas le cas actuellement. Avec ce Exactement, oui. comportement. Je me suis demandé si c'est dans les perspectives, tu n'en parlais pas, c'est peut-être parce que c'est très compliqué à analyser derrière le poste de traitement pour la partie aérienne, mais du coup, cet aspect analyser la partie aérienne, voilà, alors oui et non, parce que du coup, vu qu'on ne s'y est pas vraiment intéressé dans le détail, j'avoue que là, juste du coup de ma thèse, je dirais non, parce que en fait, ça me paraissait vraiment compliqué en termes de post-traitement, mais je sais qu'il y a une étude, en fait, il y a un rapport de maîtrise qui a été publié par Ariane Crépeau-Rousseau en 2013, qui a utilisé aussi de la capture de mouvement pour l'analyse du plongeon tremplin, mais pour l'analyse de la phase aérienne. Et donc, du coup, elle a probablement trouvé des moyens, en fait, d'éviter les problèmes qu'on a eu nous. En fait, c'est globalement un problème de gestion de reflet, quoi. Enfin, surtout à l'interface avec l'eau, quoi. Pour les données que tu as collectées, tu penses que c'est En tout cas, ouais, moi, vraiment, on perd vraiment vite les données de mouvement et, surtout parce qu'en fait, souvent, il arrive dans l'eau comme ça. Du coup, en fait, on perd très vite. Les bras, en fait, les membres supérieurs disparaissent très vite, quoi. Donc, maintenant que c'est à refaire, maintenant que tu as pris ok. en tête, qu'est-ce que tu changerais? Waouh. Alors, donc, si je refais de ma thèse, comment je la ferais Commençons par le d'accord. Non, ça c'est bon, rien à changer. Mais qu'est-ce qui serait. Déjà, en fait, j'ai passé une grosse partie de ma thèse, en fait, qui apparaît pas, mais en fait, toute la première année de ma thèse a été dédiée au développement d'un modèle de plongeoir et ça a été très compliqué. Et c'est pour ça que ma collaboration avec Stéphane Grange a permis d'aboutir à ce modèle-là. Avant, on n'avait pas du tout réussi.
Donc, du coup, si je refaisais ma thèse, déjà, je m'obstinerais moins à faire un modèle à la main. J'utiliserais la méthode des éléments finis qui fonctionne bien plus rapidement. Et en fait, du coup, ça ouvrirait des. Enfin, en fait, justement, il serait intéressant d'être beaucoup plus ancré dans le terrain. On a déjà fait l'effort, mais en fait, justement, le fait de discuter avec plus d'acteurs du terrain et puis le fait justement d'avoir plusieurs observateurs, d'étudier plusieurs types de plongeons, parce qu'en fait, du coup, là, on a étudié les plongeons arrière qui ne sont pas dans le manuscrit, mais qu'on a fait entre-temps. Et en fait, à chaque fois, ça amène des raisonnements différents. En fait, les comportements sont complètement différents pour les différents types de plongeons. Et du coup, je pense que ça serait intéressant de vraiment étudier vraiment plein de types de plongeons différents pour les comparer entre eux. Et aussi de réussir à faire un post-traitement plus. Enfin, de post-traiter beaucoup plus de données et d'avoir beaucoup plus de plongeurs. Parce qu'en fait, là, j'étudie un plongeur, mais enfin, je pense que dans tous les. Enfin, c'est un truc qu'on retrouve quand même sur la perche. Il m'a semblé que dans la littérature, quand même, la technique dépendait vraiment de la personne qu'on étudie au niveau élite. Et en fait, là, du coup, j'ai étudié ce plongeur-là, mais j'ai pas vraiment étudié le plongeur sur tremplin. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment un point clé qu'il faudrait étudier. Il voudrais quand même souligner que c'était vraiment un très gros travail. Avec la mise en place de protocoles expérimentaux. Oui. Du traitement de données, du développement de modèles corrigés et dans une plateforme. Donc, bravo pour tout ça, puis la valorisation. Et puis, je pense des données, des résultats pour en faire. Oui, c'est vrai que ouais, je pourrais en faire d'autres. Merci. Merci, Laurence Chef. Donc, on passe à notre deuxième rapporteur, Julien Bonnier. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, je voulais remercier les encadrants de Rennes. C'est un plaisir de oui, je voulais saluer la qualité de ton travail écrit. Voilà. Pour le moral, il apporte encore plus de liens dans ton travail. Mieux perçu ton travail. Voilà. Tu as raconté une vraie histoire. Moi, j'ai quelques petits bémols sur des fois la visualisation des données. Plus petit graphe, comme ça, on a envie d'aller couler. Ah oui, oui, c'est vrai. Pour voir ce qui s'y passe. Féliciter à la fois pour la qualité du travail écrit, la qualité de la présentation orale qui est extrêmement didactique, plaisante. Félicitations pour ça. Donc, deuxième partie, j'ai quelques questions. Je vais commencer par des questions un peu généralistes pour aller vers des questions pointues qui me sont arrivées en observant. Ok. Donc, il faut dire que le professeur Chaise a posé pas mal de questions, vous le savez, avec plein de questions pour en avoir encore à la fin. Voilà. Alors, je vais commencer d'une sur le travail écrit, je trouve, qui ne met pas assez en avant toute la procédure expérimentale. Tu l'as dit tout à l'heure, en quelques secondes, tu nous as parlé combien d'heures d'études? Ouais, à peu près 3 heures de traitement par exemple. C'est dommage, parce que ton travail, il a quoi expérimental. Oui. Il y a beaucoup de modèles, et tu fais toujours l'effort de lier le terrain, les données expérimentales, avec les résultats de ton modèle. Et cette partie expérimentale, je pense qu'il faut vraiment la mettre en avant. Okay. Et pour moi, c'est la base de la modélisation. Oui. C'est-à-dire, sans données d'entrée dans le modèle, on n'a pas de modélisation, même de simulation. Ensuite, j'ai quelques questions. Donc, les questions du chapitre 2 sont à peu près toutes posées, si ce n'est qu'on a un modèle du pied qui est extrêmement précis, et il me semble qu'il n'est pas adapté à la suite. À la suite, on retombe sur un point. Est-ce qu'on aurait, tu vois, quand on est sur la situation écologique, voilà, le plongeur, le point d'application des efforts sur le plongeoir, c'est limité à un point d'action. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper un peu tout ça? Alors oui, du fait de la complexité du modèle biomécanique, on a beaucoup plus d'informations dans le modèle biomécanique que ce qu'on exploite sur le modèle plongeoir, c'est vrai. En effet, je pense que vu qu'on a 14 points de contact potentiels sous les pieds du sujet, on a discrétisé en fait la surface de contact. Et du coup, on peut replacer déjà non seulement le pied en 3D et le plongeoir en 3D, donc déjà, on pourrait même avoir des notions. Parce qu'en fait, là, l'étude du plongeoir, elle est uniquement 2D, mais en fait, on a plus d'informations pour la rendre 3D. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, oui, le caractère discrétisé, ça permet en fait de donner précisément pour chacun des points de contact. On pourrait associer chaque point de contact indifféremment les uns des autres à chaque nœud du modèle. Et du coup, on aurait un chargement qui serait beaucoup plus précis. Après, les débuts d'études qu'on a menées là-dessus semblaient montrer que c'était, entre guillemets, ça avait
pas beaucoup d'influence sur les résultats, mais après, comme je dis, c'était dans le cadre de projets d'élèves, donc ça va assez vite. Pas le temps de faire beaucoup plus d'études, mais en effet, je pense qu'on pourrait vraiment interpoler en fait entre plusieurs points du plongeoir et notamment avec un maillage plus fin. Oui, Est-ce qu'on aurait pas pu faire l'inverse, c'est-à-dire simplifier le modèle du pied? Dans le modèle du mécanique? Mm. Ah si, je pense que c'est possible. En fait, pour rien me cacher, j'ai utilisé le modèle qu'on utilise dans l'équipe en fait, hein. Donc du coup, il existe comme ça, il tourne assez vite, donc il est un peu complexe au niveau du pied. Bah, tant mieux, ça donne plein d'informations, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas besoin, possiblement, enfin, j'ai pas fait l'étude, mais on pourrait justement étudier l'impact du nombre de points de contact sous les pieds du sujet. Peut-être qu'en fait, avec juste, je sais pas, 2 points de contact, un à l'avant, un à l'arrière, ça suffirait. C'est un peu ma question, hein, c'est un peu le sens. Ok, pardon, j'avais pas le. Ok. Et donc, bah, du coup, ça, oui, carrément, je pense que ça serait. Ça fait. C'est un des paramètres de la méthode qu'on pourrait régler. On pourrait très bien imaginer, justement, faire une étude paramétrique du nombre de points de contact utilisés en plongeon sur tremplin, parce que c'est quelque chose qui est fait de façon générale dans la biomécanique un peu, mais pour le plongeon sur tremplin, pas trop. Et du coup, oui, ça serait vraiment intéressant d'étudier, parce que je pense qu'en effet, 14, je suis pas du tout persuadée que ça soit nécessaire. Donc, Certitude, non. non, Certitude. Non, maintenant, mon autre question elle va dans le sens de ta réponse. ok. Voilà. Donc, tu dis, on a tout dit, ça serait peut-être intéressant d'affiner le maillage hein, dans la Ouais. chaîne d'interaction. Tu ferais comment pour ça? Pour que ce soit réaliste avec l'expérimentation. Voilà, si tu commences à me dire, je vais mettre 100 points tous les millimètres, évidemment, ça ne fonctionne pas. On mettrait combien? Parfois, le pied même du plongeur sur le plongeon arrière, il est même à l'extérieur du plongeon. Oui, ça dépasse, oui. Oui, oui. Alors, bah, On fait comment? alors, si là, je me remettais devant mon PC, que j'ai pas fini ma thèse et que je me disais, allez, je fais une nouvelle étude, c'est ça, je pense que je me dirais, en fait, je pense que ce serait un peu empirique, quoi. J'essaierais plein de trucs. J'essaierais de me dire, bon, bah, on a 10 centimètres dans la vraie vie, je vais essayer de diviser cette case par 2, par 3, par 4. Je pense que j'irai pas beaucoup plus que jusqu'à 10. Par itération. Voilà, et j'essaierai de voir à chaque fois, genre si on divise par 2, est-ce qu'on gagne beaucoup? Si on divise par 4, est-ce qu'on gagne beaucoup? Et tu fais une étude de sensibilité sur ton modèle pour voir l'impact. Voilà, Voilà. sur la précision de l'estimation qu'on voit en fait à la fin de la caractérisation, quoi. Sur le modèle élément fini, donc on a dit que c'est un modèle élément fini en petit déplacement, en petite rotation. Hein, Oui. Voilà. Comme on l'avait tout dit, l'intérêt d'un modèle, grande rotation, grand déplacement, donc tu m'avais dit, ça serait pas mal de faire ça. Tu as essayé de fouiller un peu les codes de calcul d'éléments finis qui te permettraient de faire ça? Alors, j'ai pas fouillé moi-même les codes d'éléments finis, mais en fait, j'ai donc collaboré sur le modèle de plongeur avec Stéphane Grange du Géomas à Lyon. Et c'est en fait, on a beaucoup échangé là-dessus. En fait, moi, j'apportais des données, des cas tests qu'il n'avait pas avant pour tester son modèle, et lui, il m'apportait un modèle qui marchait bien pour le plongeon tremplin. Et du coup, justement, on n'a pas eu le temps de finir, mais on avait commencé, justement, il a développé un modèle de poutre corrotationnelle, donc en grand déplacement. Du coup, il voulait absolument que je teste ça sur le plongeon sur tremplin. Et donc, on a commencé à faire des échanges là-dessus. Sauf que bah, lui aussi, il est en phase de développement et moi aussi. Et donc, du coup, bah, là, on était à un stade où on avait un comportement qui était absolument pas physique. Donc, il y avait encore sûrement des trucs à régler dans le modèle, mais j'ai pas. Les codes commerciaux, il y en a plein qui font. Oui. Alors, on aurait pu utiliser un code bah, au tout début de ma thèse, on a utilisé ANSYS. J'ai codé avec Johan Odou un modèle sur Mechanical APDL. Et si on a arrêté d'utiliser ce modèle-là, c'est parce qu'en fait, on avait justement des problèmes de modélisation de l'appui. Bon, là, on avait dit à cette époque-là, l'appui, c'était un système ressort-amortisseur. Et c'était un peu une grosse boîte noire. Et du coup, bah, ça ne fonctionnait pas bien dans certains cas et on n'arrivait pas à savoir pourquoi et on n'arrivait pas à rentrer dans le modèle. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Stéphane Grange qui, du coup, lui, bah, et bah oui. Et du coup, il avait vraiment, il pouvait vraiment jouer sur tous les paramètres et toute la gestion du contact, quoi. Donc ça, c'était vraiment top. Après, j'ai une question qui personnelle. Tu n'es pas un peu déçu par les résultats obtenus pour ta pêche, en mettant autant d'énergie, autant de travail, pour arriver au final à des résultats qui sont pareils que pour un modèle masse ressort? Alors, la première fois que c'est apparu sur l'écran, j'étais un peu déçue. C'est vrai. Mais en fait, après, on a réfléchi et en fait, c'est un peu le compromis du modèle. C'est-à-dire que moi, je fournis un peu un énorme truc. C'est un peu une usine à gaz, en fait. Hein, c'est un modèle de plongeoir complet avec des petites par complémentarité pour avoir le comportement à l'appui. Enfin, c'est assez complexe et global. Ça prend beaucoup de temps de calcul. Mais en fait,
le but étant, comme j'ai dit, nous, d'étudier les transferts d'énergie. En fait, le déplacement local, en fait, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais en fait, c'est quelque chose que j'arrive à obtenir de façon précise avec les données expérimentales. Donc, en fait, tout ce qui est notion de déplacement, j'ai jamais utilisé le modèle, j'ai utilisé les données expérimentales. Et du coup, mon modèle, même si en termes de flèche, il est quand même, sur les erreurs maximales, il est assez décevant, il permet quand même d'avoir une notion globale du plongeoir qu'on n'avait pas avant, et du coup, c'est quand même, ça a quand même un de synchronisation temporelle, je veux dire. En termes de, oui, en termes de synchronisation temporelle, oui, par exemple, Fonctionne bien. ça fonctionne bien. Et puis également, en fait, on a travaillé beaucoup sur le comportement à l'appui, qui est difficile à modéliser. Et je pense que là, bon, c'est encore perfectible, bien sûr, mais en tout cas, on a proposé un modèle d'appui pour l'étude du plongeur sans plein, qui permet d'étudier un peu son comportement global et son interaction avec l'appui qu'on n'avait pas avant, par exemple. Bien, merci. Encore d'autres questions, monsieur? J'ai le temps. J'ai une question aussi un peu personnelle, plus techniquement, tu réponds à tout. Donc, pourquoi avoir choisi de nous présenter l'analyse énergétique? Moi, elle ne m'intéresse pas personnellement, donc je veux savoir pourquoi, en termes de performance, tu as choisi celle-là. Alors, c'est vrai que c'est pas celle qui a un caractère applicatif le plus direct. En fait, celle sur la poussée du plongeur, c'est vraiment plus direct. On dit le couple maximal doit apparaître à tel instant. Enfin, c'est beaucoup plus direct le caractère applicatif. Du coup, ça les rend beaucoup plus attractives. Mais en fait, celle du transfert d'énergie, c'était un petit peu le cœur de la thèse. Quand j'ai commencé la thèse, c'était il faut étudier les transferts d'énergie entre le plongeur et le plongeoir. Et du coup, à chaque fois, on avait ça dans un coin de la tête, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on mettait en œuvre une nouvelle démarche, on se disait, attends, le but, c'est quand même d'étudier l'énergie. Et du coup, c'est vraiment ce qu'a porté la thèse du début à la fin. Et du coup, je trouvais ça intéressant de présenter ça. Ok. Et comment tu pourrais transférer ces résultats de transfert d'énergie sur le terrain? Tu dis que c'est moins direct. C'est carrément moins direct, oui. Je pense que, en fait, l'étude énergétique, elle permet d'avoir une vision un peu globale. C'est-à-dire qu'en fait, la méthodologie d'analyse que je propose, elle prend vraiment variable d'intérêt par variable d'intérêt. Alors qu'en fait, dans la réalité, elles sont. Enfin, je pense que c'est multifactoriel, hein, la performance. C'est pas un critère puis un critère. Et du coup, ce que j'aime bien avec les énergies, c'est qu'elles donnent une vision un peu globale du sujet. Et je pense que leur intérêt, c'est pas directement dans le caractère applicatif, mais c'est plutôt pour dire, sur telle phase, on voit qu'il faut plutôt maximiser l'énergie ou, je sais pas, atteindre le maximum d'énergie à tel instant. Et du coup, on peut se demander, réfléchir à quelle autre variable d'intérêt peut agir sur cette notion d'énergie. Et du coup, je pense qu'elle a un réel intérêt applicatif si on la lie à d'autres études qui, elles, sont beaucoup plus directes en termes d'application. Ok. Et quand on est sur les variables, qu'en est-il du moment cinétique? Plongeur en décollage. Alors ça, on l'a pas présenté dans le manuscrit non plus. Oui. Ça, j'ai bien compris. Une variable hyper intéressante dans la sphère de rotation. Exactement, si, notamment pour la phase de vol, on salto, donc oui. J'imagine si on impulse, c'est pour voler après. Hein. Exactement. Donc oui, en vrai, c'est vraiment une variable super intéressante qui est très souvent étudiée dans la littérature parce que c'est une image justement de la rotation qui est un critère de performance en fait. Hein. Si on résume avec les mains, il faut sauter haut, assez loin et tourner beaucoup, quoi. Donc c'est vraiment un critère qui est très intéressant et on l'a étudié, on l'a calculé. Hein. Il faisait partie des variables qu'on voulait étudier pour d'autres études qu'on n'a pas menées. Par exemple, il y avait une étude qui intéressait Clémence Monnery, qui consistait à étudier l'influence du mouvement de rotation des bras lors de l'impulsion sur la rotation en vol. Et du coup, si on avait mis en œuvre cette étude-là, j'aurais calculé le moment cinétique. Et du coup, là, je ne l'ai pas mis en œuvre. Donc, ma question, c'était est-ce que ce qu'on retrouve sur les transferts d'énergie, est-ce qu'on va le retrouver à la fin sur la production du moment cinétique, de la vitesse de décollage? Qui, au final, va donner la capacité du sportif à produire quelque chose de positif. Mais aussi, quand on veut atterrir dans l'eau de manière parfaite, c'est compliqué de gérer ce moment cinétique. Oui. Alors là, c'est des choses que vous avez pas regardées? Non, ça, c'est des choses qu'on n'a pas regardées. J'ai à peu près fini avec mes questions d'ordre générique. Donc, des questions, j'en fais pas trop. Des questions un peu plus pointues. Voilà, à un moment, tu me présentes dans une slide des effets d'oscillation. On va parler plutôt d'effets de bord. Tu peux nous le remettre, la slide? Oui. Alors, tout, ça doit être là. Ouais. Ouais, c'est des petits effets de bord.
Là, on les voit, par exemple, mais là où je les présente. Ah ouais, tu as bien fait le focus dessus pour nous le montrer. C'est là. Tu nous expliques, merci. Tu nous expliques que c'est créé par les filtres que tu utilises pour traiter les données cinématiques. Oui. Voilà. Et tu as des solutions à cette problématique-là. Tu as filtré dans un sens puis dans l'autre. Est-ce que tu peux trouver d'autres filtres numériques qui ont moins d'effets forts, des choses comme ça? Alors, Tu n'as pas regardé plus que ça. j'ai pas fait l'étude. Je me suis plutôt que le type de filtre, on s'est plutôt intéressé à la fréquence de coupure. Du coup, là, j'ai Ça va pas influencer le filtre. Ok. Du coup, bah, non, j'ai utilisé en fait un filtre qui était utilisé en fait dans le logiciel qu'on a utilisé, qui est un filtre de Butterworth et qui est considéré pour marcher pas trop mal sur les études biomécaniques. Après, j'avoue, je suis pas du tout rentrée dans le détail du type de filtre à utiliser, donc je sais pas. Quand on est là, est-ce que c'est normal qu'on ne peut pas un comme on a dimensionné par le poids sur un Z, à gauche? Non, il y a les efforts qui sont les efforts d'interaction sont supérieurs au poids du sujet. 4 ou 5 Il n'y a fois. pas d'effort à gauche. Et quand on est complètement à plat, il y a des temps entre 0 et 1. Oui, c'est vrai qu'on est supérieur à 1. C'est vrai, j'avais pas fait attention. Je réfléchis. C'est probablement dû à des problèmes d'incertitude sur la méthode, enfin des erreurs d'estimation, sûrement, oui, qui sont de l'ordre de quelque chose comme 0,3 fois le poids du sujet. On a 0,4. 0,4. J'ai une autre question un peu plus technique et pointue sur les méthodes de caractérisation. Voilà. Est-ce que tu essaies de regarder ce qui se passait si tu augmentais le nombre de nœuds? Est-ce que tu pourrais nous dire? Là, je ne sais plus combien de nœuds, 50. Il y en a 50 du coup. 50. Et j'en mets 200. Est-ce que tu penses que ça va mieux converger, mieux fonctionner? Ah, je pense que c'est sûr, le maillage a une influence sur le résultat. Après, dans quelle mesure, on n'a pas fait l'étude. On sait que Des idées dans la littérature? je réfléchis. Non, en vrai, j'ai pas de notion issue de la littérature qui permettrait de répondre clairement à la question. Ok. Une dernière question, Monsieur le Président. J'ai vraiment pas compris le slide de 56. C'est sûrement de ma faute. Ah, tu vois, celle-là, si tu mets plus de nœuds, c'est sûr que ça va mettre en valeur. Continue. C'est celle-là. Voilà. Ah oui. Ah, très bien, merci. Tu peux nous expliquer pourquoi quand on passe de l'arrière à l'avant, ça fonctionne? Eh ben justement, en fait, on a observé ça. Ça, j'ai bien compris. Voilà. Ça, mais... Mais en fait, du coup, on s'est demandé ce qui différait. Pour essayer d'expliquer ça, on s'est demandé ce qui différait entre des plongeons avant et des plongeons arrière. Et donc, il y a une flèche un petit peu plus importante pour les plongeons avant, mais là où on observe la plus grosse différence, c'est au niveau du déplacement maximal à l'appui. En fait, on a presque un facteur 2. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à estimer pleinement le comportement du plongeoir à partir du plongeon arrière. C'est probablement dû à cette différence-là entre les deux types de plongeons. Parce que quand on passe des plongeons avant, plongeon arrière, ça fonctionne bien, et pas l'inverse. On s'est dit, qu'est-ce qui diffère entre les deux? C'est ça. Donc, mais c'est une hypothèse, hein, je reconnais que c'est pas du tout clair. Merci beaucoup pour ta réponse. Toujours. Donc, on est en arrière, il va tourner à l'autre sens. Pour le plongeon arrière, il va tourner dans l'autre sens. Ok, je sais pas. Ça que tu veux dire. Il peut tourner dans les deux sens. Hein. Il peut décoller et tourner dans les deux sens. Ah oui, et du coup, c'est pas des plongeons arrière, c'est des plongeons retournés. Voilà. Sûrement, oui. J'ai pas la qualification. Merci beaucoup. Complètement lié, on passe à une chose. Merci, Monsieur le Président. Merci, Louise, et merci à l'équipe encadrante d'avoir invité aussi aujourd'hui. Je voudrais commencer par une question un peu béotienne sur les plongeoirs. Et est-ce qu'il y a différents types de réglages des plongeoirs? Est-ce que c'est les mêmes plongeoirs partout? Alors, je pense que quand on fait du plongeon de compétition, c'est des plongeoirs qui sont très similaires les uns des autres. Par contre, oui, il y a l'appui, il a une position réglable. Donc ça, c'est vraiment le réglage auquel on accède directement les plongeurs. Et donc, en discutant avec les plongeurs qu'on a étudiés expérimentalement, ils nous ont dit qu'en fait, eux, souvent, ce qu'ils utilisaient, c'était un réglage en fait, avec l'appui le plus proche possible de l'origine. Ça permet d'augmenter la longueur effective en fait, de l'extrémité du plongeoir. Et en fait, du coup, ça lui
donne une fréquence d'oscillation qui est plus faible, qui est plus basse fréquence, et du coup, vu qu'ils ont bien conscience qu'ils doivent se synchroniser avec le plongeoir, moins il va vite, plus c'est facile. Donc ça, ils disent que c'est quelque chose qui est souvent utilisé, qu'eux, ils utilisent souvent, mais que par exemple, ils n'observaient pas du tout ça chez des plongeurs étrangers, par exemple, qui parlaient des plongeurs chinois qui n'utilisent pas du tout cette méthode-là, et eux, justement, ils ont tendance à mettre beaucoup plus proche de l'extrémité le réglage. Donc, ça veut dire qu'à chaque saut, l'athlète avant va réagir en fonction de. Exactement. Ouais. Mais du coup, en fonction de la morphologie de la personne, de sa masse, etc., j'imagine qu'il y a des adaptations, des optimisations. Alors, justement, il y a des études dans la littérature qui ont essayé de trouver un réglage optimal de l'appui en fonction de la morphologie du plongeur, enfin, en fait, plutôt de sa taille et de sa masse. Et en fait, ces études-là, souvent, elles sont arrivées à la conclusion que le mieux, c'était d'avoir l'appui, donc comme ce que proposaient les plongeurs français, donc avec le plus proche possible de l'origine. Mais que ça, c'était un truc qui marchait bien que pour les grands plongeurs et les plongeurs plus lourds. Et que du coup, quand on était un plongeur plus petit et plus fin, il valait mieux avoir un réglage de l'appui plus près de l'extrémité. En littérature, c'est ça qui est stipulé. Mais c'est pas vraiment. En fait, c'est comme le problème de toutes les études des sportifs de niveau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sujets dans l'étude. Donc en fait, on dit le plus grand et le plus petit, mais en fait, c'est pas trop où est le seuil, quoi. Des études qui sont basées sur l'observation de la performance dans différents cas, ou il y a une grandeur spécifique qui a été. Alors, souvent, ce qu'ils ont étudié, alors je n'ai plus en tête cette étude-là exactement, mais souvent, en fait, ce qu'on utilise, c'est une variable qui va être une image de la performance. Donc, en fait, en général, c'est soit on va utiliser plusieurs réglages de l'appui, et on va regarder l'influence sur la hauteur du saut, par exemple, ou sur le nombre de effectués. Là, je crois que c'est la hauteur du saut, mais je suis vraiment plus certaine. Alors, du coup, ça m'amène à une question que je vais te poser à la fin comme ouverture un peu, mais. En fait, j'ai peut-être une idée saugrenue, mais en lisant ton manuscrit, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il y aurait un lien entre finalement l'adaptation du corps, notamment au niveau de la position des genoux, et donc de sa raideur équivalente à lui, et donc par extension, il y a une espèce de résonance plongeur dans son ensemble avec celle du plongeoir. Parce que est-ce que tu n'aurais pas un meilleur couplage finalement entre les deux, parce qu'ils jouent aussi là-dessus? Ou est-ce que mon idée est complètement à côté? Eh ben, alors, en discutant avec eux, ils semblent pas ressortir cette idée-là, le fait d'avoir une espèce de résonance couplée. C'est pas quelque chose qu'ils utilisent, mais en vrai, je pense que, j'ai pas du tout étudié ça, je peux pas dire si ça a vraiment un impact, mais je pense que oui, on pourrait étudier des notions comme ça dans un but pour proposer en fait des nouvelles techniques pour améliorer la performance. Et tu as une idée des fréquences de résonance de différents. Alors, on les a calculées, c'était autour de 6 Hz en flexion, le premier mode. Mais ça, c'est avec le Non, non, ça, c'est vraiment en régime libre. Rassurel, il va Oui, bien sûr, oui. Non, là, on lui donne l'effort initial, on relâche et on regarde, et j'ai plus exactement, c'est entre 6 et 6,5 Hz. Ça correspond à la tendance principale. Quand je regarde les courbes de transmissibilité de la vibration de l'humain en entier, l'humain qui tient debout, fait ça de mémoire, donc nous allons de millihertz sur la plaque. Et quand tu fléchis les genoux, ça se décale un peu vers les basses fréquences. Surtout en plus, là, le mode que je dis, c'est avec le réglage au maximum, je crois, de mémoire. Donc, si on avance le réglage, on va on va augmenter la fréquence. Donc, on pourrait très bien être, je pense, un ajustement, on est à 8 Hz. Je pense qu'il existe sur le plongeur. On va faire des effets derrière sur la performance. Mais oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Et du coup, toujours en lien avec la performance, j'étais assez intriguée par la genèse de ton projet, finalement, dans le sens où j'ai pas bien compris, finalement, enfin, tu as fait des études, et au final, tu t'es dit, bah, tiens, quels seraient ces paramètres-là, ceux qui sont utiles pour la performance? Est-ce que c'est une demande au départ de l'OPD de dire, c'est cette zone-là qui nous intéresse dans le saut, et on voudrait la regarder l'énergétique, ou comment ça s'est. Comment on a les 3 études qu'on a menées? Finalement, les interactions avec les athlètes et la fédération, les entraîneurs, sont passées comment? Ouais. Alors, tout le début de ma thèse, c'était quasi inexistant. C'était en mode, il va falloir qu'un jour on discute avec eux. Du coup, j'étais sur une phase qui était très modèle et très méthode, donc c'était pas trop problématique. Mais en fait, une fois que j'ai réussi à mettre tout ça en œuvre, on s'est dit, là, il va falloir appliquer. Et du coup, lors de la 2e année, on a commencé à échanger avec eux.
Et c'est à ce moment-là qu'on a du coup vraiment réfléchi précisément qu'est-ce qu'on va étudier. Mais c'est vrai que du coup, avant, on essayait de faire un peu un modèle où justement le cœur de projet, c'était les transferts d'énergie. Mais c'est vrai qu'au tout début, on voulait un peu faire une machine à tout faire, puisqu'on n'avait pas de notion précise de ce qu'on allait étudier sur le caractère applicatif. Voilà. Aller au bout, tu as réussi à faire de retour, ils ont réussi à traduire après sur Non, le terrain. en fait, c'était l'analyse, en fait, le dernier chapitre, je l'ai analysé pendant que je l'écrivais. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire le retour. Donc là, justement, je vais discuter avec Clémence Monnery, je pense. Enfin, je vais, en tout cas, au moins, lui envoyer le dernier chapitre de ma thèse et puis essayer de voir. Ce serait vraiment intéressant, oui, d'avoir des retours avec elle. Je vais aussi poser des questions sur. Ah oui, donc tu nous dis que c'est compliqué d'implémenter le pouvoir. Alors, ça, tout à fait bien croire. Je n'imagine pas y aller. Mais du coup, est-ce que vous avez essayé et quelles ont été vraiment les problématiques que vous avez rencontrées? Pour instrumenter, Ouais. alors, on n'a pas. Comment dire on n'a pas essayé clairement de placer des capteurs d'effort sur le plongeoir pour mesurer l'effort. On est parti du principe que c'était trop compliqué. Et du coup, on a quand même fait plusieurs études. On a étudié, on l'a pas fait sur ces plongeoirs-là, mais en fait, on a essayé d'imaginer différents types d'études. Donc, on a aussi fait avec un marteau de choc en plaçant des accélérants à différents endroits. Et sinon, en fait, on s'est vite dit, en fait, on utilise de la capture de mouvement pour le plongeur. Est-ce qu'on peut pas utiliser le même type de technologie pour le plongeoir? Et en fait, vu qu'on arrivait à obtenir un petit peu ce qu'on voulait avec cette technologie-là, on n'a pas été plus loin en termes de réflexion sur l'instrumentation du plongeoir. Okay. Alors, je vais ne remettre pas la calibration, mais avancer du coup, est-ce que tu as essayé de comparer les paramètres du plongeoir que tu obtiens via la modélisation éventuelle à des paramètres que tu aurais en faisant une étude de propagation ou d'accélération? Alors justement, on n'a pas trop exploité cette expérimentation au marteau de choc parce qu'en fait, on était à l'époque sur un plongeoir qu'on a récupéré, qui était un vieux plongeoir et qui en fait avait pas du tout un comportement qui ressemblait à celui des plongeoirs réels et j'en avais un peu marre de travailler dessus pendant un an et du coup, ça c'est arrivé à la fin et c'est vrai que j'avoue qu'on n'a pas exploité ça, mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait vraiment, enfin, on s'était dit, ça serait intéressant de reboucler en fait. Là, on a estimé les paramètres du plongeoir, on a pris les efforts d'interaction sur le plongeur et on a appliqué comme ça. Mais en fait, on pourrait très bien imaginer repartir du modèle de plongeoir et dont on connaît les caractéristiques et du coup réestimer les efforts d'interaction à partir du modèle de plongeoir qu'on a caractérisé et essayer de voir la différence justement entre les deux méthodes d'estimation. Oui, j'avais peut-être une toute dernière question, mais c'est pareil, tu vas aussi tendre la perche dans ton explique. Il y a un endroit où tu dis, si le timing n'est pas bien adapté, il y a une notion de mauvaise duration. Oui. Qu'est-ce que ça veut entendre par là? Alors ça aussi, ça faisait partie des études envisageables, on n'a pas creusé, mais en fait, c'était donc Clémence Monnery qui nous disait qu'elle entendait si le plongeon était raté, enfin, n'était pas de bonne qualité. Et en fait, elle disait que, selon elle, elle observait qu'en fonction du moment où le plongeur décollait, et ben quand le plongeoir retombait, il faisait pas le même bruit, donc il n'avait pas la même fréquence. Et du coup, on s'est dit peut-être que on pourrait étudier les fréquences du plongeoir post-impulsion et peut-être dire, en fait, quand il vibre je sais pas, trouver un critère qui dit, je sais pas, s'il vibre sur tel mode, ça veut dire ça a tel effet sur la phase de vol ou tel mode. Mais on n'a pas resté une idée, mais on l'a pas creusé. Ouais. C'est rigolo, donc c'est quelqu'un qui est de l'extérieur, c'est pas le plongeur qui perçoit quelque chose. Non, là, c'était vraiment la coach qui qui nous a dit ça, ouais. Merci, moi j'en ai fini pour la question. Je voudrais féliciter pour la présentation de ta paix et merci beaucoup. Merci. Super. Et merci. Avant de passer la parole à vos encadrants, je vais aussi à poser des questions, mais on essaie d'être le plus léger possible. Ce que tout a été dit, à commencer par la qualité de votre travail. Je suis forcé à représenter les Jeux Olympiques, évidemment, pour le jury d'aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la condition d'étier pour voir est un des critères de la qualité des sous vus par le jury, de la même façon que l'entrée dans l'eau, qui joue un rôle crucial. Oui.
Et là, il y a quelque chose qui peut rejoindre votre analyse des ondes de l'énergie, c'est la hauteur du tout. Oui. La hauteur qui montre des anciens critères. Donc, je me disais, quand on regarde votre bilan énergétique, on voit que entre le moment où il arrive et le moment où il quitte, il a gagné 2000 joules, il a gagné 2005 ans. Est-ce qu'une façon d'utiliser votre approche énergétique ne serait pas de caractériser, de donner un critère pour dire, bon, mais là, il est à 20%, tant de son maximum, ou est-ce qu'il a pris l'impulsion optimale? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'utiliser pour avoir une sorte d'efficacité de saut? Ah oui, faire une sorte de, comment dire, de saut de référence où on lui dit là vraiment tu penses que à la hauteur du saut et tu sautes le plus haut possible et là on regarde le nombre de joules qu'il a gagné, c'est ça? Et du coup on dit ça c'est le saut optimal. Oui. Peut-être grosso modo, la métrique qui permet d'évaluer l'énergie, c'est la hauteur à laquelle il monte. Oui. Donc à partir de l'analyse que vous avez faite, pour un genre de données, on peut calculer l'efficacité maximale de ce système-là. Alors, je réfléchis. Parce que en fait, j'ai du mal à comprendre la différence entre le fait de fournir l'énergie au décollage et ce que vous proposez. J'arrive pas trop à comprendre. Une autre façon de regarder le problème, c'est de vous avez caractérisé votre système élastique. Oui. Votre humain, il est caractérisé par sa masse, puis par exemple par un squat. Ce serait l'effort qu'on peut caractériser de façon stationnelle. Donc, connaissant cette athlète-là et ce plan-là, est-ce que je suis capable de dire quelle est l'efficacité maximale? Alors, j'en ai un peu aucune idée, je réfléchis. Désolée. En vrai, c'est assez délicat parce que vu qu'en fait, il y a des transferts d'énergie et qu'en fait, je les prends pas en compte dans mon étude, mais par exemple, ils sont pris en compte dans l'étude sur le saut à la perche. Il y a des pertes en fait à chaque transfert d'énergie et en plus, il y a un apport d'énergie par le plongeur, comme on a montré du fait de son travail musculaire. J'aurais du mal à. C'est ça que vous avez par le squat. Vous donnez une façon de caractériser En fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est un peu délicat de dire on fait faire un squat à un athlète et on a un peu un seuil max de. Je pense que parce qu'en fait, on voit bien qu'on a des efforts d'interaction qui sont supérieurs 4 ou 5 fois au poids du sujet. Donc, ça montre bien qu'il y a des interactions avec le plongeur qui entraînent des énergies très élevées, des efforts très élevés. Et du coup, je suis pas certaine en tout cas, j'ai pas connaissance d'un mouvement de référence qui permettrait de dire, bon, bah, du fait que quand il fait tel mouvement, pour tel effort, telle énergie, on peut en déduire qu'il va avoir telle énergie max. J'ai pas de lien à faire direct. Certes, le squat ne va pas tout vous donner, mais si jamais vous faites ce que vous allez avoir sa caractéristique. Ok, je vois. Ok, et en se basant sur ça, en vrai, je sais pas trop, désolée. Moi, ce qui me donne envie de le faire, c'est que quand on regarde, par exemple, des trampolines, qui sont pas si développés comme ça, Non, oui, bien sûr, oui. ce qu'on voit, c'est que sur 5-6 sauts, on arrive à perdre à peu près 7 mètres. Ok. Donc là, lui, le gros différence avec le trampoline, c'est qu'il peut en faire autant qu'il veut. Il est limité à 2. Pour 2, quand il peut choisir la rigidité, puisqu'il peut choisir la distance à l'appui. Mais on a l'impression que ça doit être faisable de prédire la hauteur maximale. Oui. Et du coup, et du coup, de lui donner à lui à l'indice, est-ce qu'il est près du maximum ou pas? Ok, je vois. Alors, du coup, pourquoi pas, mais le fait est que c'est intéressant pour la notion de hauteur maximale, mais en fait, justement, du fait du compromis entre rotation et translation, du coup, je pense que si on veut vraiment donner un critère qui est une image de la performance, il faut qu'il prenne en compte pas que la hauteur du saut et qu'il prenne aussi en fonction en compte la quantité de rotation, quoi, parce qu'elle est aussi. Parce que oui. Et alors, en effet, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui disent ouais, la hauteur du saut, c'est quand même un super critère, mais en fait, le fait est que, évidemment, si je saute tout droit comme ça, je vais sauter beaucoup plus haut que si en plus je tourne. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a des critères de
ont été utilisées pour évaluer la performance qui sont très diverses parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'accorder sur un critère qui est vraiment qui quantifie vraiment la performance. C'est pas évident, quoi. C'est pas trivial. En me plongeant dans la lecture, j'ai loupé une page cruciale qui est celle des acronymes. Il y en a une qui s'est validée, c'est les remerciements. Donc, je tiens à remercier mes parents. Et j'adresse également toute ma reconnaissance. C'est la tournée, ça devait pas avec. Je me suis dit, comme mes parents, sûrement. Mais je les remercie quand même. Et oui, voilà, j'ai loupé la page 9, qui a liste des acronymes, et du coup, je me suis tombé sur des. Oui, je pense que c'est complexe, oui. Ouais, c'est ça. Mais, par contre, je me suis posé la question de ce que c'est les acronymes. Les acronymes, apparemment, c'est des choses qui deviennent des noms, comme le SIDA, comme les DORMI, etc. Ok. Donc, je ne pense pas que GRF et M deviennent des noms propres. Non, je ne pense pas. Mais il est souvent utilisé dans la littérature en biomécanique. L'abréviation. Mais je ne pense pas que ce soit des acronymes. Un point, peut-être, si jamais je devais caractériser ce fameux appui, est-ce qu'on n'aurait pas envie de mettre une jauge de contrainte sous l'appui? Ah oui, oui, en fait, on pourrait très bien imaginer, oui, instrumenter juste l'appui. Oui. On était un peu sur ces notions-là à l'époque où c'était un système ressort-amortisseur. Et en fait, c'était assez délicat. En fait, à chaque fois, on s'est vraiment rendu compte que la modélisation d'appui, c'était vraiment un point délicat de la modélisation. Du coup, on s'est beaucoup orienté sur la modélisation de l'appui en particulier, mais en fait, on s'est aussi rendu compte que le fait de caractériser juste l'appui tout seul, ça ne nous aidait pas après à voir, parce qu'en fait, on a fait par exemple des essais en statique, on a fait des flèches, et du coup, on a regardé l'effort de réaction à l'appui, et en fait, on arrivait à représenter le comportement du plongeoir en statique. Après, on n'a pas fait d'études similaires en dynamique, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a essayé de regarder que l'appui précisément et pas le plongeoir dans sa globalité, en fait, on était bon à l'appui et plus à l'autre bout, quoi, plus à l'extrémité libre. C'est pour ça qu'on est resté sur une approche par optimisation qui est plus globale et qui prend un peu tout. La dernière, donc moi je suis assez d'accord avec l'idée de résonance, parce que ce que vous voulez in fine, c'est pomper de l'énergie élastique dans notre système. Oui. Donc, il arrive à en tirer partout. On ne voit pas cette élasticité-là, vous verrez beaucoup moins. Mais il y a des pompages, il y a plusieurs pompages possibles. Là, celui que c'est l'outil, c'est une résonance. Il y en a un autre qui est le pompage paramétrique. Utilise le Lego, là, par exemple, Lego dans un soir pour amplifier chaque fois les derniers. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop. Non. C'est celui que j'utilise quand on fait de la balançoire. Ok. Régulièrement, pour changer la longueur de votre oscillateur. Ok. Donc, le moto fait pareil. Donc, on utilise quand il veut que l'entonnoir augmente cette oscillation, il change à une certaine du pendule, Oui. la longueur de l'entonnoir. Ok. Donc là, je dis, c'est pas tellement la longueur, c'est presque la longueur aussi. Oui. En fait, il n'appuie pas tout le coup. Si le pompage paramétrique, vous pouvez expliquer le pompage énergétique que vous observez là. Du coup, si on pouvait, comment dire, genre, faire des pompages à la fin, quand vous faites les choses, c'est l'évolution. Je vois. Ah oui, c'est les mesures c'est une bonne autour de croissance de l'énergie à magasiner. Oui. Ah oui, donc du coup, donc, si j'ai bien compris l'idée, ça serait de faire une étude qui vise à faire un pompage, donc une prise d'impulsion en fait qui est à différents endroits du plongeoir et de regarder à chaque fois l'énergie qu'on stocke. Voilà, alors, oui, et ma question du coup, c'est, la question que je me pose, c'est du coup comment on relierait ça du coup directement à la notion de... Ah oui, ça serait pour faire écho à l'étude énergétique et dire en fonction de la position sur le plongeoir, il peut avoir tel... Si on peut optimiser ce transfert-là. Oui, bien sûr. Oui. Et du coup, si on arrive à tracer l'évolution du gain d'énergie en fonction de la position sur laquelle est prise d'impulsion sur le plongeoir, ah oui, mais parce que par exemple sur les plongeons avant, sur les plongeons avec course d'élan, il y a plusieurs points d'impulsion, il y a plusieurs sauts. Du coup, dans ce cas, ok, du coup, il faudrait faire ça pour chaque type pour tous les sauts de l'impulsion. Ce qui n'est pas possible, c'est que sur les plongeons arrière,
ce soit une résonance, parce que là, on est au même endroit et on pompe situation, donc c'est comme si on faisait varier. Ça, c'est possible. Pour moi, ça ressemble beaucoup à une résonance. Ça va plus sur le point de l'endroit où il vient taper dans un endroit, donc là, il change la rigidité Oui, et la longueur de son. ah oui, oui. Et que ça soit plutôt un pompage par exemple. C'est vraiment ça qu'il faudrait voir. Ok, je vois. Voilà, les plans d'affiche. Ça, ça va avoir besoin d'apprendre. Et ce qui avait été convenu, c'est que ce soit sur en premier. Oui, Louise, hein. Mais on l'a fait un peu bref. Étant donné dans le cadre qu'on est, je souhaitais vraiment te féliciter de très beau travail que tu as produit, qui est associé voilà, multidisciplinaire. Ça fait vraiment le vivre à la fois en mécanique de solide déformable, en modèle d'interaction, en expérimentation sur l'homme, mais aussi sur le matériel. Ça constitue quand même une vraie originalité du travail ici. Je me garderai quelques souvenirs, notamment évidemment le courage que tu as eu à t'emparer, à t'approprier de ce travail qui est quand même très complexe, très multidisciplinaire, avec des perspectives d'application à d'autres domaines. Je m'en parlais d'autres applications potentiellement. Je garderai aussi le souvenir des campagnes de mesure à l'INSEP que tu as très bien menées avec un très bel esprit. Dans un contexte de mesure in situ qui a été souligné tout à l'heure, qui est quand même très délicat. Tu as réussi quand même à produire ces résultats-là. Je pense quand même qu'il faudra peut-être approfondir le traitement des données sur les sportifs de très haut niveau qu'on a pu expérimenter. Je pense que ça, tu pourras le valoriser aussi, mais je pense que garder à l'esprit pour la suite. Donc voilà, moi, je là-dessus, et moi, je pense que toute l'approche que tu as développée, ça donne quand même une belle identité, une belle singularité qui va te permettre de t'insérer assez sereinement. Je trouve que c'est un très bon travail. Merci beaucoup. Merci. Guillaume, on passe à Nicolas Bidot. Il y en a 4, c'est pas forcément facile d'éviter la redondance. Oui. J'ai déjà de redondance, on fait un travail excellent, mais en qualité et en quantité. Je pense qu'il faut aussi le souligner, dire que être au carrefour de plusieurs domaines, on fait par ça, des gens qui sont plutôt issus de la modélisation, comme toi, au départ, des gens qui sont aussi issus des milieux de sciences du sport, pour la recherche, et puis un troisième domaine, qui n'est pas simple non plus à intégrer, c'est le milieu fédéral, notamment des gens à très haut niveau. Et voilà, je tiens à souligner quand même que, ce qui a été évoqué tout à l'heure, Louise, elle a fait des entretiens préliminaires avec l'entraîneur, son référent, le national, qui les entraîne au quotidien, des sportifs de très haut niveau, et elle a su mener ça à bien, formaliser les choses pour les scientifiques. En retour, après, voilà, Guillaume l'a souligné aussi, expérimental et par rapport à ce qu'on fait visuellement au laboratoire, par un jeu de mots, on peut plonger dans un autre monde, par rapport à ce qu'on faisait habituellement au labo, lui, beaucoup de choses en rigide, et puis d'un coup, on t'a fait aller vers des choses dans lesquelles il y a un outil rigide, il y a des choses qui se défendent beaucoup. Ça peut parler de conditions limites, donc compliquées aussi pour travailler sur un plongeon, en fait, dans ce qu'on veut mettre en équation, et puis des choses avec une dynamique élevée. Ça, c'est compliqué, à la fois d'un point de vue modèle et d'un point de vue XP. Et puis, voilà, je voudrais juste un petit truc, c'est que c'était pas ni le petit vidéo, une petite image. Oui, je vois de quel tu parles. De calibration. Ah, Allez utiliser ce type de système dans un environnement qui est celui d'une piscine. Et puis, comme tu as voulu respecter les devoirs du milieu fédéral, tu as fait des plongeons à 1 mètre, des plongeons à 3 mètres. oui. Et c'était le même volume de calibration. Oui. Pour vous donner un exemple, pour revenir à la perche, on a dû calibrer avec une perche athlétique. Tellement l'environnement était compliqué. Ouais, c'est immense, un gros volume de capture. C'est un truc que tu as filmé dans les autres. Et d'ailleurs, et malgré ça, il en est sorti. C'était un gros volume de capture et il est sorti. Voilà. Ça va me marquer pendant longtemps. Oui. En tout cas, bravo à toi, c'est un excellent travail. C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci Nicolas. On passe à Charles. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vais être un peu redondant. Très heureux de te voir présenter ton travail. Je te félicite pour la qualité de la présentation, parce que je n'ai pas vu la fin des répétitions. Je me suis masqué, et potentiellement encore. Mais
Et voilà, donc je l'ai pas vu la fin et tu as fait évoluer les petites choses dont on avait parlé, pour aller vraiment faire quelque chose qui est vraiment super, donc, cette présentation. Alors moi, quand je pense à ta thèse, je pense à deux choses. Je pense tout d'abord à la fin de première année, pour savoir, en fait, tu es arrivé et on t'a mis dans les mains un modèle qui avait été développé par un stagiaire de maths, hein, département de maths ici. C'est un modèle qui était basé sur la différence finie du plongeoir. Je vous ai dit, ah, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça simule très bien le comportement du plongeoir. Et en fait, non. Et en fait, après, on a eu de l'aide de très nombreuses personnes, hein, puisque donc Johan, qui était à terre, Johan Oubou, qui a travaillé à ce fameux modèle de plongeoir. On a aussi Erwan Faou, justement, du département de maths, qui nous a aidé à une époque, Loïc Lemarec de l'Université de Rennes, et Nicolas Crouzet, qui est chercheur et qui lui aussi s'est intéressé à ce problème-là. Donc ça a mobilisé beaucoup de gens, finalement, ce problème de plongeoir qui était résolu par ce stage. Et en fait, pas du tout. Donc voilà. Et finalement, au bout de cette année où effectivement on a cherché au bout de nos compétences, on n'avait pas de solution toute faite, on a trouvé effectivement personne de Stéphane Orange, quelqu'un qui a permis aussi de résoudre un peu ce problème-là. Hein. Ça, on remercie toutes les personnes qui travaillent là-dessus, parce que même si on n'a pas réussi avant, on a élagué, on va dire, des pistes intéressantes. Voilà, donc ça c'est la première chose, la première image. Et puis la deuxième image, c'est justement, c'est Manip, c'est un peu le contraste, Manip à l'INSEP. C'était très brillant, dans tous les sens du terrain, il y a beaucoup de reflets, mais c'était aussi une belle vitrine pour parler de cette manière réalisée. Et voilà, avec le plus haut niveau national, donc international, même si ce n'est pas encore lequel nous récoltons de très nombreuses médailles, mais espéré par la suite. Mais voilà, donc c'est vraiment ces deux images que j'ai à l'esprit. Je dois rajouter deux choses. La première, c'est que tu as donc publié, c'est Laurence qui l'a souligné tout à l'heure, tu as publié deux articles, mais tu l'as publié aussi en y intégrant à la fois l'encadrant et le directeur, c'est une chose, mais aussi, par exemple, la fameuse étudiante, donc Cécile Bois, qui a travaillé justement sur la répartition de l'effort sur le plongeoir, la répartition de l'effort d'interaction, donc qui a vraiment amené une petite brique, mais qui lui a permis aussi, de participer à cette publication. Et François May, qui lui a travaillé avant en stage sur la partie effort d'interaction sur le plongeur, donc la méthode justement que tu as présentée au début. Voilà, et donc ces étudiants-là, c'est intéressant aussi parce que ton encadrement, la manière dont tu les as fait travailler sur ton projet de thèse, leur a permis aussi d'être partie prenante dans cette publication. C'est très bonne chose. Je souligne aussi qu'il y a Pauline qui est associée à ce papier, je ne sais pas si une partie pour les questions. Voilà, qui est une autre doctorante de l'équipe qui a participé activement justement au développement de la méthode. Prédiction, pardon, des efforts. Et donc la dernière chose que je voulais dire, parce que c'était donc ça fait un, et là ça fait deux, c'est que c'était un vrai plaisir de travailler avec toi pendant 3 ans. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Donc je suis évidemment très content pour toi que ça se termine. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Genre, vous de la fin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Louis, de nous avoir donné l'occasion d'inviter des gens qui ne connaissent rien, mais qui posent des sacrées questions. C'est fondamental parce que c'est aussi le prétexte des thèses et des soutenances de thèse, et le prétexte à faire un petit peu de science entre nous aussi. Donc, tu nous as donné ce prétexte-là. Alors, on a parlé de ta capacité de travail, mais on a un petit peu oublié un truc. Tu as fait aussi un peu d'enseignement. Ce n'était pas ça qui te plaisait le plus. Par contre, tu as fait de l'encadrement de projet. Ça peut être très complexe. Tu as participé dans la vie du département, à savoir l'organisation des conférences de mécatronique. Donc, tu as mis aussi beaucoup de pêche dans d'autres choses que ta thèse. Donc, il faut aussi souligner. Ça a montré, il y a un truc qu'on n'a pas dit. En fait, tu es super précise et tu vas au bout. Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, parce que tu es très, très minutieuse. Des fois, c'est chiant, mais c'est vachement bon.
Et puis tu vas vraiment au bout, et tant que tu n'as pas trouvé, tu continues à gratter, et ça, c'est enfin, j'ai suivi ça, notamment pour ta présentation. Voilà, la première et la dernière, c'est magique, quoi. Enfin, donc, bravo. Il y a eu combien? On en a fait pas mal parce que Louise est très méticuleuse et très précise et qu'à un moment, elle change un truc et dit bon, donc je vais vous écouter parce que j'ai quand même un truc que je voudrais vous montrer comment ça change. Et puis j'ai gagné 1 minute 22. Mais bon, ceci dit, c'est important parce que c'est aussi une manière de travailler là pour la présentation. Mais ça fait tout du long. Et puis le dernier truc qui est bien, bah, la chose que tu n'as pas envie de changer dans ce que tu sais faire, c'est ton encadrement. Donc, merci. Sébastien peut se retirer. On a une petite salle pour se retirer. Et puis, on va revenir là avec nos. D'ici 2-3 heures.